Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bon, on est bon, plus de stress, on démarre. J'aime bien démarrer un peu freestyle comme ça. Je suis vraiment hyper content d'être là, Guillaume. C'est, comme je te disais, ça fait toujours un peu tout drôle de rencontrer en vrai quelqu'un que tu as l'impression un peu de connaître, ou en tout cas de voir un peu sa facette. Et je suis hyper content parce que je pense que tu es un des créateurs de contenu que je préfère, qui m'impressionne. Et je me souviens quand bon, je vais te laisser te présenter aussi, mais je me souviens quand j'ai découvert ton travail, je me suis dit, waouh, il a eu à la fois une idée, une approche et une ligne éditoriale vraiment géniale, que je rêve de faire, mais moi à l'époque je m'en sentais pas capable. Peut-être maintenant, tu vois, je me sentirais beaucoup plus capable de le faire, ou j'en ai beaucoup plus l'envie, tu vois. Mais je le fais peut-être plus un peu avec l'audio plutôt que la vidéo. Mais du coup voilà, du coup je suis hyper content. Donc merci infiniment de prendre le temps et comment est-ce que toi tu te présentes? Tiens, est-ce que tu peux te présenter, Guillaume? Ah, ça c'est la question. Comment tu te présentes? Alors j'ai 29 ans, je suis célibataire. Non mais en gros, j'essaye de dire un peu tout le temps le même truc parce que c'est vrai que j'aime pas trop me présenter au final, tu vois. Ouais. Je suis pas hyper social, tu vois. Enfin, j'aime bien sortir et tout, mais c'est pas le truc que je préfère faire. Mais du coup, je dis simplement que je suis youtubeur. Au début, je le disais pas. Tu vois, je disais non, c'est pas vraiment mon métier parce que j'avais un peu peur de l'image que ça donnait. Maintenant, je m'en fous. Enfin, voilà, c'est devenu effectivement mon métier. Et donc, je dis que je suis youtubeur et que je suis spécialisé dans l'apprentissage. Donc, ça veut dire que bah voilà, je me mets des défis où je vais apprendre en 3 mois le piano, en 50 jours l'apnée. Donc ça, c'est, on va dire, le cœur de ma chaîne. Et aussi que de temps en temps, je fais des défis un peu extrêmes. Donc j'ai fait des défis avec le froid, avec le sommeil, avec le coxage, donc avec le GIGN. Voilà, donc j'aime bien mélanger. En général, enfin, je pense que en résumé, c'est du dépassement de soi parce que l'apprentissage, c'est aussi, t'as des obstacles à franchir, t'as des difficultés, donc tu te dépasses. Donc ouais, je fais du dépassement de soi dans plein de domaines et voilà, c'est à peu près ça, comme ça que je me présente généralement, quoi. Ok, bah très cool. Moi, comment je t'aurais présenté? J'aurais dit effectivement, peut-être que t'es obligé d'évoquer le mot YouTube parce que tu crées du contenu, on va dire, majoritairement sur YouTube, mais je savais pas que t'avais 29 ans. Je savais pas que t'étais non, mais j'ai 22 ans. Mais non, j'aurais dit ouais, effectivement, que tu crées du contenu sur la capacité à apprendre une compétence efficacement, et que effectivement d'aller un peu au-delà de tes limites, de tes connaissances à un instant T, quoi. Mais et ça tombe bien parce que c'est un peu la ligne édito du podcast, le dépassement de soi, donc ça tombe bien que tu l'aies mentionné. Et normalement, la première question que je pose toujours, c'est quel est ton premier souvenir de sport? Bah, j'ai réfléchi à la réponse. Bah, vas-y, réponds. Bah, alors moi, c'est le judo. Ouais. Donc même si je suis pas sportif de haut niveau, j'ai fait à peu près tous les sports. Enfin, il en manquera toujours, mais et j'ai commencé, je pense, par le judo. Je sais pas si c'est mes parents ou moi qui ont choisi ça, mais du coup, je me rappelle,
c'était des petits matchs pour avoir les ceintures. Et le but, c'était soit t'étais au sol et le mec devait te soulever, soit c'était l'inverse. Et je me rappelle juste que j'avais été très fort parce que on m'appelait la ventouse, donc je me mettais au sol et en fait, ils n'arrivaient pas du tout à me soulever et à me bouger. Et à l'inverse, moi, quand c'était à moi de se faire soulever, j'y arrivais, quoi. Donc c'est un peu le souvenir, je pense, le plus lointain de sport que j'ai. Et je crois que j'ai été jusqu'à la ceinture blanche-jaune. Ok. Voilà. Ça fait marrer que tu dises ça. Parce que du coup, c'est la première ceinture, non? Non, t'as blanche, t'as jaune et t'as blanche-jaune, je crois. C'est un mélange de deux couleurs. Blanc-jaune, c'est entre les deux. Ah, c'est entre les deux? Ouais, les couleurs intermédiaires. Moi, oui, je suis pas allé très loin. Non, mais ok, d'accord. Donc, du coup, la ventouse. C'est ça. Et tu disais que tu as testé un peu tous les sports. C'est toi, c'est tes parents qui t'ont poussé? Non, c'est moi. Enfin, Ouais. moi, j'arrivais pas. Enfin, je trouvais pas un sport qui me plaisait à fond, mais du coup, j'ai fait judo, tennis, j'ai fait jusqu'à la balle rouge. Je sais pas si tu vois un peu les classements, mais c'est le dernier stade avant de jouer un peu en classé, quoi. Ouais. J'ai fait athlétisme. Je faisais sprint. Moi, j'ai un peu tout testé en athlétisme. Mais là, j'ai été bloqué par un Hutschletter, c'est une truc de croissance, une sorte de maladie de croissance, ce qui fait que j'ai dû arrêter le sport pendant 8 mois et que ça m'a un peu coupé. Mais avant ça, j'avais testé plein de trucs. Et puis après ça, j'ai testé le foot en club, j'ai fait du basket, du ping-pong, pas toujours en club, mais juste des fois, tu vois, en scolaire. Bien sûr. Escalade, j'étais très bon en escalade. J'étais bon dans plein de sports et du coup, j'ai tout testé. Et là, je continue encore avec ma chaîne de fois à tester les nouveaux trucs. J'aime bien en fait tester, je pense. C'est pas l'expertise m'intéresse un peu moins, même si en ce moment j'aimerais bien trouver quand même le truc où je pourrais être meilleur. Mais voilà, j'ai plutôt été un testeur, on va dire. Ouais. Bah, t'es devenu expert en création de contenu. Oui. D'une certaine façon. Oui. Mais ok, hyper intéressant. Et du coup, toi, c'est vraiment la découverte qui t'attire et c'est un truc que tu as découvert jeune, tu vois, cette envie cette soif de découvrir, cette soif d'aller vers des nouvelles disciplines, de tester des nouvelles choses? Bah, en soi, oui et non. Oui, parce que je faisais plein de sports, mais l'aspect apprentissage, c'était pas du tout un truc, quand j'étais gamin, j'étais pas du tout à apprendre plein de trucs comme je peux voir des jeunes, tu vois, ils ont le Rubik's Cube, ils ont le couteau papillon, bon, les trucs que j'ai fait tardivement, du coup. Mais moi, je les avais pas forcément quand j'étais jeune, j'avais pas ce déclic-là. Je l'ai eu tardivement, alors tardivement, c'est relatif, mais genre vers 23, 24 ans, où là, je me suis dit, en fait, il y a plein de trucs que j'ai envie d'apprendre. J'avais une liste, c'est ce que je raconte souvent, c'est que j'avais une liste de trucs et que je les faisais jamais, tu vois, ça s'accumulait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, vas-y, ça serait bien que j'agisse là-dessus. Et c'est là que le truc un peu plus apprentissage s'est développé et j'ai commencé avec des trucs simples et qu'après, je me suis dit, en fait, je veux tout apprendre et c'est devenu assez boulimique, quoi. Ouais. Et t'as eu, ouais, c'est pas forcément un déclic que t'as eu, mais je trouve c'est quand même une super réflexion hyper dure à avoir, tu sais, enfin de comprendre. J'ai l'impression que t'as parfaitement compris ta mission un peu de vie à travers cette chaîne YouTube, ce que tu développes. Et avec le recul, tu sais un peu les étapes par lesquelles t'es passé avant d'arriver à une vision claire, peut-être comme celle que t'as maintenant. Les étapes pour démarrer YouTube ou les étapes pour arriver là où je suis, parce que les étapes pour arriver là où je suis, il y en a beaucoup. Non, mais les étapes pour se dire, ah ouais, en fait, peut-être que ma mission de vie, c'est de découvrir le maximum de disciplines possibles. Là, je t'avoue, en ce moment, je sais plus si c'est ça. Ça varie un peu de temps en temps. Bien sûr. Mais difficile à répondre. Je pense que effectivement, quand YouTube a commencé à marcher, et que j'ai commencé à avoir un peu d'influence, je me suis dit effectivement, bah c'est peut-être ça mon truc, ça marche. Donc en fait, j'ai souvent attendu d'avoir un truc qui marche en me disant tant qu'il n'y a pas un truc qui marche, pour moi, c'est pas vraiment là où je dois aller en fait. Donc le fait que ça a marché, ça a été un peu le déclencheur en me disant bon bah j'ai enfin trouvé un truc dans lequel où je suis pas mauvais, dans lequel où j'ai un peu je m'épanouis, où ça m'apporte pas mal. Et je pense que c'était un peu ça l'étape principale, c'était juste que ça fonctionne. C'est-à-dire, avant que ça fonctionne, j'étais encore un peu en train de douter de moi, parce que ça a pris 3 ans avant que la chaîne elle fonctionne. Donc, tu vois, pendant 3 ans, j'avais 5000 abonnés et je me disais, bon, c'est cool, je suis content, mais ça se trouve, ça marchera jamais. Alors, je me le disais pas parce que je suis pas pessimiste, mais il y avait toujours un peu en mode, bon, bah, pour l'instant, c'est un peu long, quoi. Et tu sais pourquoi tu t'es lancé et pourquoi t'as continué, justement? Tu vois, il y en a plein qui auraient abandonné entre temps, tu vois. Bah, moi, c'était juste parce que c'était vital, entre guillemets, d'apprendre. Enfin, c'était une passion. Ça a toujours été une passion d'abord de faire des vidéos sur l'apprentissage.
L'époque, c'était pas encore comme avant, enfin comme aujourd'hui sur YouTube en termes de revenus, de comment en vivre. Donc moi, c'était un peu, j'imaginais pas en vivre, tu vois. Je me suis pas parti avec cette idée-là. Et en fait, ce qui fait que j'ai continué, c'est juste que j'étais plus amoureux du processus que du résultat. Et effectivement, quand ça a marché, j'étais content, mais ça m'a jamais non plus monté à la tête. Quand j'ai eu mes premières vidéos qu'on buzzait, j'étais trop content, excité, t'as un peu d'adrénaline, et puis très rapidement, au bout de 2 semaines, ça retombe et tu te fais, en fait, la retombée, elle est assez dégueulasse parce que t'as ce truc là où tu te dis, ouais, ah, putain, c'est ouf, je vais enfin pouvoir en vivre. Mais en fait, 2 semaines plus tard, tu fais, ah non, en fait, j'en vis toujours pas. Les gens m'ont un peu remarqué, mais pas plus que ça. Donc en fait, ce qui fait que j'ai continué, c'est juste que je kiffais apprendre, que je voyais tous les projets à venir dans ma tête. C'est un peu ça aussi qui fait que je m'arrête jamais, c'est que je suis très dans la projection, même un peu trop. Donc j'ai toujours en tête les 10 projets, les 100 projets à venir. Et en fait, des fois, ça me juste d'y penser, ça me met le baume au cœur. Et du coup, je fais, putain, faut vraiment que je continue parce que tant que je fais pas tant de vues, ça sera difficile d'avoir des financements, etc. Donc c'est toujours le futur à moi qui me pousse à continuer, ou l'imaginaire de ce que je peux faire plus tard qui me donne envie de continuer, quoi. Ok, ouais. Et du coup, là, pendant toute cette phase où la chaîne, elle met du temps à décoller, donc t'es toujours en projection. Enfin, toi, ça te fait bien d'apprendre des nouvelles disciplines et d'en faire des vidéos. Ouais. Mais ouais, t'as pas de but précis, quoi. C'est vraiment, c'est pour toi, c'est un plaisir égoïste, peut-être. Oui, alors il y a de ça, et c'est ce que je dis. Des fois, les gens, enfin, ils me disent, t'as fait ça pour inspirer les gens et tout. Bah non, au début, c'était juste pour kiffer. Hein. On va pas se mentir. Passer du temps à apprendre, oui, ça peut inspirer, mais au début, moi, j'étais juste trop content. Et chaque vidéo, pour moi, c'était un peu, alors pas tous les sujets, mais il y a eu quand même pas mal de sujets qui étaient un peu des rêves que je voulais vraiment réaliser, quoi. Genre le chant des oiseaux, pouvoir reconnaître le chant des oiseaux, c'était un rêve de fou. Et en fait, juste faire la vidéo, c'était un cadeau, tu vois. Donc je m'en fichais que ça fasse pas de vue, tu vois. Et j'ai oublié le reste de ta question. Si moi-même j'ai oublié mes questions, ça va pas le faire. Non, je te disais, ouais, tu le fais juste le but pour toi, le but, ouais. Alors, juste pour toi, et quel est le but derrière? Ouais, alors le but derrière pour moi, c'est de devenir un super-héros. Ça, c'est un peu un but philosophique, je sais pas, mais en gros, moi j'ai toujours été fan de super-héros. Pas de là à me déguiser et aller dans la rue costumé et à faire genre je suis un super-héros, mais plutôt à en devenir un en vrai, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai toujours bien aimé les films où c'est un peu réaliste, genre Incassable avec Bruce Willis ou Kick-Ass, ou les trucs où on se demande vraiment comment on ferait pour devenir un super-héros. Donc j'ai pas mal étudié, tu vois, comment il faudra s'entraîner pour devenir le vrai Batman, le vrai Arrow, le vrai Flash, etc. Et du coup, ce but-là, c'était un peu un but... Quand j'ai démarré ma chaîne, au début, le principe, c'était vraiment, je me dis, je me mets un super-héros, il a des compétences et je vais essayer de les acquérir. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que le projet était un peu difficile parce que j'avais pas de moyens, j'avais personne pour m'entourer et que les trucs étaient très conséquents, fallait payer des cours, machin. Donc j'ai commencé plus petit en me disant, j'ai juste à apprendre à siffler avec mes doigts, c'est pas un truc super héroïque, mais c'est déjà ça, tu vois. Mais un super-héros, c'est le faire. Voilà, c'est ça, ou un héros de film, tu vois, c'est souvent un truc qu'on voit dans les films. Donc un peu le but quand même, c'était ça, de me dire, si je développe toutes ces compétences, j'ai un peu l'impression et le sentiment de devenir un super-héros, dans le sens où je suis capable de faire plein de choses. Quand c'est des compétences plus utiles comme sauver des vies ou grimper des immeubles, là il y a vraiment cet aspect un peu héroïque que j'aime bien. Et du coup, voilà, c'était un peu ce but-là quand même qui faisait que je me disais, au final, dans 10 ans, j'aurais appris, je sais pas, une centaine de choses et j'aurais un peu, j'aurais un peu conquis cette image de moi que j'aimerais avoir du super-héros. Voilà. Okay. Donc c'était un peu c'est un peu toujours le truc en back office, tu vois. Et après, avant vraiment de commencer YouTube, j'ai voulu ouvrir une académie de super-héros, qui est toujours un projet que je veux faire. Mais c'est pareil, je me suis dit, j'ai pas de moyens, je suis tout seul, j'ai aucune idée comment faire en fait. Donc j'ai posé des questions, j'ai commencé à faire des projets en 3D. Puis en fait, je me suis dit, bon, si vraiment c'est mon but, qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui ou que je pourrais être bon, qui pourrait m'amener à ce but-là. Donc je me suis dit, les vidéos, a priori, je vais savoir faire des vidéos, apprendre c'est possible. Et l'idée, c'est que petit à petit, au bout de quelques années, si j'arrive à avoir je sais pas combien d'abonnés, ça pourra me permettre de peut-être se faire ce projet-là, quoi. Ouais. Mais il y a toujours eu un peu ce truc-là du super-héros en sous-jacent, quoi. Bon, en tout cas, l'intérêt que tu as eu de faire des vidéos et de retranscrire, c'est que ça a peut-être attiré des gens à toi. Et moi, si tu veux monter une académie de super-héros, je suis trop chaud. Pas forcément pour être le super-héros, mais pour la monter. Franchement, en vrai, mission de vie trop cool. Moi, c'est un... Tu vois, moi, je le dis souvent sur ce podcast, mais mon rêve ultime, ça serait de réinventer l'école, tu vois, et de réinventer l'éducation. Et je pense que
qu'aujourd'hui l'éducation elle pourrait vraiment être transformée et qu'on pourrait faire des super-héros du quotidien en fait, beaucoup plus, tu vois, et quand je vois tu vois tes vidéos où t'apprends le langage des signes, où t'apprends je crois le self-défense tout à fait, où t'apprends à gérer le froid, où tu viens tout l'hiver, tu vis en t-shirt et tout, mais je me dis ça c'est un super-héros du quotidien parce qu'en fait, tu vois, c'est des petits trucs qui potentiellement sont bons pour la planète, qui sont bons pour les autres et que tout le monde devrait apprendre quoi, ce type de skills. Donc écoute, je savais pas ce projet là de toi, mais si ça se concrétise, on peut en parler vu que j'ai un petit peu d'expérience entrepreneuriale. Ouais, carrément. J'ai envie de suivre ça de près. Moi, c'est un peu. Alors, l'idée, c'est, pour être un peu plus précis, c'est vraiment juste d'avoir aussi donc une salle juste d'un point de vue déjà esthétique qui rappelle un peu les académies de super-héros, donc un peu un truc classe, des tableaux, voilà. Et après, l'idée, c'est de pouvoir mêler un peu plusieurs sports. Alors, il y a déjà des salles qui font un peu ça, mais j'ai envie d'être un peu plus gros, quoi. Donc, tu vois, avoir par exemple arts martiaux, self-défense, parcours, escalade, qu'est-ce qu'il y a d'autre, street workout, enfin renforcement, musculation, et avoir un peu tout ça au même endroit dans un super endroit. Et avoir aussi un pôle plus du coup lié à l'école ou l'éducation où tu as des intervenants toutes les semaines qui viennent t'apprendre un nouveau truc. Tu peux avoir des stages de premier secours, des stages de communication non violente. Et voilà, c'est en fait aussi de laisser ça ouvert aussi à tous les âges et que tu vois qu'il y a des jeunes qui puissent venir se former, même apprendre à apprendre, tu vois, parce que finalement on l'apprend pas à l'école, comment apprendre efficacement, comment mieux retenir ses cours. Là, je m'en suis rendu compte notamment quand j'ai fait ma vidéo sur la mémoire où en fait était cool d'ailleurs. Moi, toute ma vie, j'ai juste lu et répété et essayé de redire les choses que j'avais lues, quoi. C'était pas plus complexe que ça. Et en fait, les trucs de la mémoire, il y en a plein. Et ça, à l'école, ça aurait été tout con de nous dire la visualisation, c'est un peu important, l'association d'images, le palais mental pour retenir vos cours. En fait, tous les élèves pourraient être pas des génies, mais juste être super bons pour apprendre. Surtout qu'on t'apprend énormément. Enfin, on te demande énormément d'apprendre par cœur. Oui, et voilà. On t'apprend pas à apprendre par cœur. C'est ça. Donc c'est un peu aussi cette envie alors je pense pas que tu puisses vraiment l'inclure déjà dans le système éducationnel qui existe déjà, qui est très fermé, qui a déjà du mal à payer ses profs. Donc du coup je me dis ça serait long et compliqué d'instaurer ça dans les écoles. Après tu peux être intervenant et ça c'est tout à fait possible. Mais par contre je me dis plutôt moi créer mon truc et plutôt inviter les gens à à sortir de l'école et à tester d'autres choses et après revenir à l'école avec ce qu'ils auront appris. Mais tu vois, moi très jeune j'aurais trop kiffé qu'on me laisse dire qu'est-ce que tu aurais envie d'apprendre vraiment, tu vois, et pas juste des cours. Genre si on m'avait dit t'as 13 ans, est-ce que ça te dit d'apprendre le Rubik's Cube et on va te montrer comment faire et en fait ça moi c'est pas un regret, tu vois, mais c'est juste je me dis si on pouvait laisser les gosses très jeunes faire ça, en fait déjà ils perdraient peut-être moins de temps à faire des études dont ils n'ont pas besoin parce qu'on les oriente à dire faut faire ça parce que ça met en filière, tu vas avoir un travail. Et en fait si très jeune l'enfant il se dit mais moi ma passion c'est les jeux de cartes, c'est le poker, c'est machin, et tu vois à 13 ans il apprend le poker et puis il est champion du monde à 20 ans. C'est tout con, mais disons que moi j'aurais bien aimé avoir le choix un peu plus là-dessus, quoi. Mais même c'est hyper intéressant ce que tu dis et désolé je me permets de rebondir parce que même tu vois un enfant qui dit j'ai envie d'apprendre le poker même s'il devient pas champion du monde, oui, on s'en fout, oui. En fait, tu vois, et si t'apprends le poker à 13 ans, t'apprends à bluffer, t'apprends à compter les cartes, t'apprends à négocier, t'apprends plein de choses à garder ton stress, et t'apprends plein de qualités émotionnelles que tu peux réutiliser derrière. Et même, tu vois, moi j'imagine, c'est marrant que tu parles de ça, tu vas vraiment te demander aux enfants ce qu'ils veulent parce que on pourrait même, tu vois, avoir une espèce de grille genre tiens, un enfant qui demande à apprendre le poker, qui demande à apprendre le Rubik's Cube et qui va vouloir apprendre à chanter, tu vois, je sais pas, lui en fait plus tard, s'il apprend ces 3 compétences là et qu'il est vraiment bon, il sera peut-être bon dans tel métier, et s'il a envie de se spécialiser il pourra, et tu vois, de faire beaucoup plus un apprentissage par effectivement la volonté et l'apprentissage de compétences de compétences, parce que là ce qu'on fait à l'école c'est des connaissances, on accumule des connaissances mais très peu de compétences, tu vois, et sauf si t'as cette envie-là à côté, comme certains jeunes l'ont, d'apprendre d'autres choses, c'est possible, mais moi tu vois je l'avais pas, tu vois, et je me disais juste il y a que les cours, je rentre, je fais jouer à la play, et j'adore jouer à la play, c'est pas négatif, mais donc voilà, c'est vrai que ça manque, et
Et ça serait cool. Mais c'est pour ça que moi, l'idée un peu de l'académie, c'est de se dire, t'imagines, t'as des gosses qui arrivent dans un endroit où en fait, ils vont pouvoir apprendre tout ce qu'ils ont envie d'apprendre. Et ça, c'est ouf, quoi. Ouais. Bon, on a un peu digressé sur le fil que je voulais devenir, mais sujet hyper intéressant. Je savais pas que tu avais ce projet-là et comme je suis passionné d'apprentissage et que toi aussi apparemment, enfin, toi c'est beaucoup plus évident que moi, mais bah, c'est normal qu'on digresse, mais hyper intéressant. Et est-ce que tu vois, c'est venu. Bah, moi, j'avais 2 questions à te poser. La première, c'était est-ce que tu as fait des vidéos parce que tu savais qu'apprendre aux autres, ça faisait partie du processus d'apprentissage? Tu vois, souvent, oui, enfin alors oui et non. Je le savais théoriquement, mais c'était pas le truc qui m'a animé au début, tu vois. Mais effectivement, ça fait partie de. Quand tu retranscris ton apprentissage, que tu fais le montage, t'apprends, et en plus, si tu l'as bien expliqué, c'est-à-dire que tu l'as bien compris. Donc oui, ça en fait partie, mais c'était pas du tout volontaire, quoi. Ouais. Bah, tu vois, typiquement, moi, j'en parlais avec un Rémi Camus, qui est un explorateur qui fait plein de missions dessus, qui fait beaucoup de survie. Tu devrais d'ailleurs peut-être le rencontrer. Je pense que il y a peut-être des projets à faire ensemble. Mais lui, il apprend la survie à des gens, il les emmène dans le désert, il leur fait faire des aventures un peu folles. Et lui, il m'expliquait, ouais, dans une mission, la dernière étape, c'est toujours le débrief, et tu dois faire cet effort par écrit, par oral, par vidéo, d'essayer de le transmettre, parce que c'est ça qui fait que tu t'apprends encore plus. Ouais. Donc je me demandais si et vu que ouais, ta mission, enfin, c'était d'apprendre, est-ce que tu t'es renseigné très vite sur justement les processus d'apprentissage et comment optimiser ton propre processus d'apprentissage? Alors je l'ai pas fait dès le début, mais par contre quand je l'ai fait d'un coup. Donc j'ai pas quand je me suis dit en fait j'ai trouvé un livre, je fais bon, je vais essayer de trouver tous les autres livres. Donc là je les ai tous lus. Okay. Et c'est ça aussi qui m'a amené à faire le livre, c'est que j'avais rassemblé tout ce que je pouvais rassembler de tout ce qui existait. Alors voilà, je suis conscient qu'il y a des tonnes de trucs que je peux pas connaître, mais je veux dire, en gros, une grosse partie de la littérature, je l'ai lu, j'ai regardé toutes les vidéos YouTube que je trouvais sur l'apprentissage, et ensuite j'ai juste confronté ça à mon expérience, et j'ai trouvé ce qui était juste, ce qui était un peu nul, et puis j'ai fait le tri, quoi. Et donc ouais, je me suis pas mal renseigné, et puis après... moi, ce que je dis à la fin du bouquin, c'est qu'en fait, il y a des méthodes, il y a des façons de faire, mais en gros, l'apprentissage, c'est de l'expérimentation. Donc, tu peux pas non plus juste te dire, j'applique bêtement une méthode. Il faut d'abord la tester. Il y en a qui marchent. Enfin, tu vois, il y a cette question, est-ce que t'es oral, est-ce que t'es visuel, tout ça. Donc, il y a toujours des trucs qui marchent plus avec certains. Donc, c'est plutôt se renseigner, tester et voir ce qui marche mieux pour soi. Et c'est ça en fait qui est, une fois que tu te connais bien et que tu sais comment t'apprends, et tu vois, moi je sais que quand quelqu'un m'explique un truc à l'oral, par exemple si tu m'expliques le salto arrière à l'oral, je vais même pas, c'est pas que je vais pas t'écouter, c'est juste je vais te regarder dans les yeux et il y a rien qui va rentrer dans ma tête, tu vois. Et du coup quand des gens essayent de m'expliquer à l'oral, je suis un peu gêné parce que en fait j'écoute mais j'ai rien retenu, j'ai rien qui passe, et après je fais, tu veux pas me montrer plutôt mais je dis, mais je sais qu'à l'oral j'ai rien qui rentre, quoi. Okay. Donc je suis très très visuel et très kinesthésique, c'est que j'ai besoin de faire pour comprendre, pour apprendre. Et donc quand tu sais ça, déjà tu te dis bon ça sert à rien que j'écoute des audios sur l'apprentissage, tu vois. Ouais. Donc c'est l'apprentissage, c'est vraiment voilà, trouver ce qui marche pour soi, essayer des méthodes. Il y en a, ils sont plus productifs le soir, moi c'est plus le matin. Est-ce que moi j'ai besoin de faire une pause, il y en a, ils ont besoin de faire 0 pause. Enfin voilà, c'est juste, faut pas non plus croire qu'il y a une méthode miracle pour tout le monde. Maintenant, il y a plein d'astuces, d'idées à essayer. Et en fait, c'est comme tout, c'est que c'est une compétence à apprendre. Donc apprendre à apprendre, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça demande de tester, de progresser, d'évoluer, d'avoir des blocages et de passer aussi beaucoup de temps dessus pour ça, quoi, pour s'en rendre compte, quoi. Ok, ouais. Donc si je comprends bien, dans ce que tu dis, une des premières étapes, c'est quand même d'essayer de se connaître et de faire un peu son auto-analyse. De tester les choses. Ouais, auto-analyse et de se tester, en tout cas de tester les hypothèses qu'on fait sur soi, pour savoir effectivement qu'est-ce qui marche bien sur soi et où est-ce qu'on est efficace, quoi. Ouais. Mais faut se connaître. Ça, c'est juste prendre le temps, quoi. Faut prendre le temps, quoi. Ouais. Et toi c'était un processus d'apprendre à te connaître, c'était un processus que tu as fait seul, que tu as fait accompagner, tu as déjà je sais pas, moi je sais que je peux avoir tendance à parler beaucoup avec ma compagne, tu vois, elle fait un peu ma psy par moment. J'ai aussi pendant très longtemps j'ai eu une psy, tu vois, et le fait de parler, des fois tu dis des trucs et tu dis ah putain, j'ai dit ça. OK, non, en fait je suis peut-être comme ça. Est-ce que toi t'as eu
Je sais pas, tu t'es fait accompagner sur ce process? Bah, lié à l'apprentissage, non, pas spécialement, mais dans ma vie, moi, j'ai fait beaucoup d'introspection. Bah, alors, j'ai été beaucoup à fond dans le développement personnel. Maintenant, je supporte plus les bouquins, j'arrive plus à les lire. Mais au début, j'ai beaucoup lu, tu vois, en mode, j'étais une éponge parce que j'avais du mal. Enfin, j'avais besoin de repères, j'avais besoin de trouver ma confiance, j'avais besoin de savoir qui j'étais. Donc, je lisais tout et c'était tout de suite, si je trouvais un livre, fallait que, je devienne le livre. Donc, il y avait un truc un peu trop. Toi, je me perdais un peu dans le livre. Donc tu lisais Tony Robbins? Ouais, j'ai lu voilà, Robbins, j'ai lu tous les trucs un peu basiques, Père riche, Père pauvre, enfin tous les bouquins qu'on conseille. Et maintenant, je les supporte plus, mais au début, voilà, ça m'a aidé, tu vois. Et après, bah, il y a ça pour faire l'introspection. Après, il y a juste en testant plein de choses aussi. Je pense que la meilleure façon de se connaître, c'est de tester plein de choses. Donc se mettre dans des situations difficiles. Donc moi, bon, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des trucs de survie, j'ai fait des voyages seul. En fait, plus tu expérimentes plein de choses dans tous les domaines, plus tu t'apprends à te connaître. Donc je pense que ça, c'est la base. Après, en termes de suivi, bon, j'ai eu de temps en temps, j'ai vu des gens pour l'orientation parce que je savais pas quoi faire. J'ai fait des thérapies. Donc oui, j'ai un ensemble de trucs qui fait que je me connais mieux que peut-être une personne qui a pas fait tout ça. Et généralement, effectivement, si t'as pas voyagé, si t'as pas survécu à des situations difficiles, si t'as jamais vu de psy, si t'as jamais lu de bouquin, tu te connais pas trop, quoi. Ouais. Donc, je pense que c'est comme ça que tu passes par la connaissance. Mais lié à l'apprentissage, non, j'ai pas fait un travail particulier pour me connaître. J'ai juste appris et je me suis rendu compte des trucs qui marchaient et pas. Ok. Ouais, mais ça me fait penser à c'est marrant que tu dis ça parce que ça me fait penser à un podcast que j'entendais avec le fondateur de Open Classroom. Ça doit te dire ouais, ça me parle. Je sais pas, mais ancien site du zéro, c'était un site si tu veux, ça a commencé, c'était un des plus gros sites pour apprendre à coder. Avec des cours, des MOOC gratuits. Et aujourd'hui, Open Classroom, c'est une plateforme vidéo. Et d'ailleurs, où il y a plein de MOOC, tu vois, comme Coursera ou Udemy. Et ils ont un MOOC Apprendre à apprendre qui est très bien d'ailleurs, qui est très bien fait. Je te le recommande si t'as la curiosité de le faire parce qu'ils le font plutôt bien. Et lui, il dit, le fondateur de ça, du coup, qui est passionné d'éducation, il le répète, c'est vraiment l'importance de tester un maximum de trucs. Et le problème du système dans lequel on vit, c'est qu'on essaye de spécialiser les gens hyper tôt, de les mettre dans un moule hyper tôt. Et il y a plein de métiers qu'on t'autorise à faire qu'une fois. Tu vois, si tu deviens médecin, tu vas faire 10 ans d'études de médecine et tu vas faire que de la médecine toute ta vie. Ouais. Et tu t'autorises plus à faire 6 mois vendeur, 6 mois vidéaste, 6 mois travailler là où est-ce que tu as envie, quoi. Tu testes plus rien et du coup tu te connais pas et t'es pas forcément épanoui. Ouais. Mais il y a un bouquin, alors je me rappelle plus du titre. Le titre il est anglais et ça parle justement du généraliste vs spécialiste et du débat, est-ce que vaut mieux spécialiser ou être généraliste. Bon, moi forcément vu mon profil je vais dire que c'est mieux d'être généraliste, mais ouais, et en même temps quand t'es très généraliste t'as toujours un peu ce truc là de dire merde, j'ai jamais été vraiment unique ou toi expert dans un domaine, donc ouais, c'est un peu le débat, mais ouais, je pense globalement je pense que c'est bien d'être généraliste, quoi. Ça te permet d'avoir plus d'ouverture et de pouvoir agir sur différents aspects, d'avoir une façon de penser t'es peut-être plus original. Mais après, tu vois, il nous faut des experts aussi dans notre société, tu vois. On a besoin d'un chirurgien super doué et on n'a pas envie qu'il soit généraliste, quoi. Donc, il faut un peu de tout, je pense. Mais après, tu vois, quand tu regardes aussi certains grands artistes ou grands sportifs, bah, tu vois, ils sont experts, mais ils ont quand même souvent été chercher ailleurs des inspirations et ils sont quand même restés ouverts à d'autres pratiques. Et on le voit bien dans le sport aussi avec le transfert des compétences. C'est qu'aujourd'hui, des mecs qui sont experts dans un domaine, ils vont souvent aller dans un autre sport pour prendre des trucs. Après, par exemple, dans l'apnée, tu vas les prendre dans le yoga ou dans la méditation. Enfin, il y a toujours un transfert de compétences qui est hyper utile. Et ça fait partie des trucs à faire, quoi, si tu veux progresser. C'est d'utiliser les autres compétences pour te faire progresser. Ou toi, par exemple, en ce moment, je m'entraîne au chess tag, donc je sais pas si tu connais, c'est le jeu du chat version parcours là. Ouais. Et bah en fait, si tu veux vraiment être bon, bah tu analyses, tu dis qu'est-ce que c'est les sports qui seraient le plus utiles au chess tag. Bah tu vois, c'est les sports de changement de direction, donc tu vas faire basket, tout ce qui est cardio, foot. Il y a un peu de tennis aussi, tu vois. Donc tu vas utiliser ça. Après, tu vas utiliser, par exemple, je sais pas, ça s'appelle le dodgeball, quand t'évites les trucs, quand t'évites les balles, bah là c'est un peu éviter qu'on te touche, donc il y a un truc un peu de temps de réaction, donc tu peux aussi jouer sur les temps de réaction, donc trouver des applications, jouer à Call of parce que ça travaille la réaction, donc bref, il y a toujours, en fait, dans un sport, il y a toujours des milliers de trucs à côté qui peuvent te faire progresser à utiliser, même si le plus important c'est quand même la pratique du sport en tant que tel, parce que c'est ce qu'on appelle
l'approche directe. En fait, c'est si tu veux progresser dans un domaine, le meilleur moyen, c'est juste de pratiquer dans le domaine précis, quoi. Ouais. Et pas d'étudier le truc et pas d'être à côté. C'est vraiment, si tu veux être bon en chest tag, bah, tu fais du chest tag tous les jours, quoi. Et après, au bout d'un moment, bah, effectivement, tu auras besoin d'ajouter des trucs. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Mais merci d'avoir un peu préparé la réponse et d'avoir fait l'analogie avec le sport et tout. Mais c'est vrai que c'est hyper important d'aller chercher plein de disciplines et tout. Et peut-être sur un sport, tu vois, comme si on improvise là, si on se dit je sais pas, un sport comme du trail, genre de l'ultra endurance, tu vois. Ouais. Genre les mecs qui courent dans la montagne pendant des heures et des heures. T'irais chercher quelles compétences ailleurs? Moi j'irais même si on fait l'exercice, je me dis j'irais chercher peut-être effectivement peut-être dans les disciplines un peu de souffrance, du coup tout ce que peut faire l'armée. D'ailleurs tu connais un peu vu qu'il t'a fait du coxage, mais et j'ai quelques questions après dessus, mais de faire aussi un peu peut-être de l'hypnose, tu vois, pour Bah là, vu que c'est un truc, on va dire de souffrance, effectivement, plus tu testes d'autres trucs encore plus difficiles. Alors, tu vois, tu peux te dire, bon, bah, si c'est du trail, je vais peut-être essayer de la natation parce que c'est encore plus dur, je trouve, la natation. Enfin, tu vois, quand tu nages en eau libre, c'est exténuant. Donc, peut-être tu peux te mettre Là, j'irais plutôt chercher sur des trucs où je vais mettre dans des conditions encore plus difficiles que le trail en lui-même. Okay. Donc, c'est-à-dire, je vais me mettre, je sais pas, je vais le faire les yeux bandés, je vais le faire avec un sac à dos plus lourd. En fait, t'entraîner dans des conditions qui seront plus dures que la compétition pour que quand t'arrives à la compétition, ça soit plus facile. Ouais. Je pense que là, j'aurais plutôt cette approche. Parce qu'après, dans le trail, vu que c'est de la course, bon, bah, à pas faire des trucs de course, je vois pas, tu peux varier, mais globalement, tu peux travailler. Après, ce que tu peux faire, c'est renforcer tout ce qui est l'aspect cheville, l'aspect, comment ne pas se fouler une cheville dans ces genres de trucs, parce que c'est ce qui doit arriver le plus souvent. Après, je suis pas du tout connaisseur du sujet, hein. Si, ça... Mais donc tu peux travailler dans du gros renforcement de la cheville à mort, travailler sur les impacts, vraiment faire des trucs comme ça. Enfin là, ça se voit pas, on est en audio, mais en gros, te balancer sur tes chevilles. Enfin, essayer de faire en sorte qu'elles deviennent en béton, et peut-être trouver des sports où il y a beaucoup de risques aussi pour les chevilles. Mais voilà, je pense, moi, ça serait ce que je ferais. Et après, voilà, pratique pure du trail progressivement, parce que forcément, c'est comme partout, faut faire progressivement. Ouais. Et après, je vois pas forcément qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre en termes de transfert. Bah, comme il y a aussi un aspect mental, c'est peut-être trouver des trucs où, pas forcément faire un coxage, mais tu vois, trouver des trucs où tu vas être dans cette même, essayer de développer ce truc mental de jamais lâcher, malgré la douleur, malgré la difficulté. Donc peut-être t'entraîner à d'autres trucs qui sont pas forcément sportifs, mais qui vont te demander une résistance mentale énorme. Et là, ça pourra se transférer également sur le trail. Ok. Hyper intéressant. C'est vrai que je connaissais pas bien l'approche du transfert de connaissances, mais c'est peut-être plutôt quand t'arrives à un plateau, non, qu'il faut le faire. Oui, effectivement. Bah au début, comme je disais, il faut d'abord se concentrer sur la pratique concrète de la discipline, et c'est au bout d'un moment, quand tu bloques, tu peux chercher des drills, donc c'est des exercices spécifiques pour progresser dans tes faiblesses et tout, donc aller chercher ailleurs, l'apnée complètement. Si tu fais de la méditation et si tu trouves aussi des exercices un peu novateurs sur la respiration, bah ça peut t'aider. Et en même temps, la méditation, ça va t'aider sur l'aspect déconnexion, parce qu'en fait, l'apnée, quand t'es en statique, il faut vraiment que tu arrives à penser à autre chose, enfin, soit penser à rien, soit penser à autre chose. Mais dans tous les cas, faut pas que tu sois concentré sur tes contractions du diaphragme ou sur le fait que tu commences à galérer. Il faut que tu arrives à t'évader. Donc là, la méditation, c'est vraiment une compétence qui se transfère bien sur l'apnée. Voilà. Ok, bon, cool. Écoute, j'essaierai pour moi. Mais effectivement, tu peux le faire. Moi, je pense que tu peux le faire au début, hein. Mais c'est juste que faut pas oublier de pratiquer vraiment le truc, quoi. Surtout si t'as une deadline. Toi, moi, pour le chest tag. Là, j'ai fait les championnats de France. Bah, en fait, si j'avais pas pratiqué vraiment le chest tag, j'avais juste fait du foot ou du basket, peut-être ça m'aurait pas du tout aidé, quoi. Enfin, en l'occurrence, non, je pense pas. D'ailleurs, ça s'est terminé comment on a été en demi-finale. Okay. Alors moi, j'étais pas prévu dans l'équipe parce qu'en gros, je suis une équipe d'athlètes pro en parcours, mais moi, j'ai pas leur niveau. Je suis plutôt un peu le pote qui filme de temps en temps, qui s'entraîne avec eux par plaisir, tu vois. Okay. Et là, il manquait des joueurs. Moi, je m'entraînais depuis 3 mois au chest tag parce que je voulais faire une vidéo YouTube. Bah, je vais toujours la faire. Et ils m'ont dit vas-y, viens avec nous et puis on verra bien, quoi. De toute façon, il y avait pas autant d'enjeux parce que le vrai enjeu pour eux, c'est le mondial, le World Chest Tag, donc le mondial. Et là, c'était un championnat de France. Il manquait plein de joueurs, il y avait des joueurs qui avaient jamais joué, donc c'était un peu expérimentation. Et donc moi, j'étais content juste de participer. Déjà, j'avais un peu peur de faire couler l'équipe, et bon, au final, ça a été. Donc c'était
c'était hyper intéressant. Moi, c'est un peu, tu vois, je suis pas sportif de haut niveau, mais j'ai toujours eu un rêve un peu soit d'être très bon niveau, soit de participer à des championnats. C'est un peu un rêve de gosse, quoi, tu vois. Ouais. Moi, je voulais être footballeur, je voulais faire des matchs avec des stades remplis et tout. Et c'est vrai que juste faire un championnat comme ça, mais c'est déjà, ça me fait vibrer et j'aime bien, tu vois. Mais c'est un peu, tu vois, je trouve, tu vois, je voulais en parler avec toi parce que tu es un truc que moi j'apprécie beaucoup dans tes vidéos, c'est que comme tu redeviens débutant à chaque nouvelle discipline que tu apprends, t'as un côté vachement humble et vachement attachant, je trouve, tu vois, à l'inverse de peut-être d'autres personnes qui vont créer du contenu où ils vont se spécialiser et tu sens qu'ils vont monter en compétences, monter en confiance, et au bout d'un moment, en fait, tu te reconnais plus à eux parce que t'as pas progressé autant qu'eux, parce que toi t'as une autre vie et que tu le fais pas à 100%, et du coup tu te reconnais plus, et puis même au niveau de la personnalité, la personne est peut-être un petit peu moins attachante parce que ouais, c'est plus la même personne et qu'elle le fait après pour des raisons type YouTube, l'argent ou même enfin pour plein de raisons la personnalité évolue, et tu vois, et où est-ce que je voulais en venir, c'était du coup le fait que tu sois débutant tout le temps, en fait on sent que des fois tu te réémerveilles de petites choses, tu vois, et ça je trouve ça cool, tu vois, et du coup t'as un œil hyper observateur que un expert ou un champion du monde ne voit plus, tu vois. Typiquement, un des trucs qui m'avait marqué là en préparant l'interview, c'était quand tu t'as passé tout l'hiver en t-shirt et tu te rends compte que un des trucs les plus chelous, c'est le regard des gens, en fait. Et tu vois, si je pense dans 10 ans, si tous les hivers tu les fais sans rien, peut-être qu'au bout d'un moment, en fait, ça te paraîtra complètement normal et tu t'en rendras plus compte, tu vois. Donc, et c'est pour ça que tu disais, ouais, moi, je le fais pas pour les autres et pas pour inspirer les autres de prime abord. Mais quand on débute une discipline, je trouve que c'est vachement intéressant de te regarder parce que justement, t'as cet œil très neuf, tu vois, sur la discipline, que à l'inverse, quand tu vas aller chercher du contenu sur des experts qui essayent de t'apprendre et qui font ça depuis 10 ans, bon, ils ont souvent des très bonnes méthodes et il y a souvent des bons conseils qui marchent, mais tu as souvent aussi une approche qui est différente, tu vois, de la personne qui est réellement d'apprendre et qui vient en fait d'apprendre le truc, quoi. Donc voilà, il y avait pas trop de questions, derrière ça. Merci en tout cas. Mais ouais, peut-être juste pour apprendre un petit peu sur ton process, comment ça se passe un petit peu le process de A à Z d'un projet. Il y a une compétence qui est dans ta liste, t'essayes de la décortiquer, de voir un petit peu toutes les étapes. Je sais pas, vu que tu produis du contenu, est-ce que t'essayes d'estimer en temps, comment est-ce que tu fais pour jongler avec la création de contenu, est-ce que t'as conscientisé un peu tout ça? Ma question elle est un peu large, mais d'ailleurs on peut diviser entre l'apprentissage et la création de contenu parce que c'est un peu pas la même chose, mais c'est pas la même chose, mais après, alors du coup il y a deux approches en fonction de la compétence. Il y a des fois où j'ai vraiment envie de m'informer parce que ça me passionne, où là je vais un peu rentrer dans une phase un peu autistique où je suis à fond dans le truc, je vais tout lire, machin, et même si c'est pas utile pour la compétence, parce que c'est juste de l'étude et c'est pas la pratique, moi ça me fait du bien et ça me plaît. Tu vois, les oiseaux par exemple, c'est clairement le cas. Et soit tu as une autre approche, c'est l'approche directe, c'est que toi là, pour apprendre à lancer des cartes, j'ai pas fait une thèse dessus, j'ai juste pris une carte et je l'ai lancée, quoi. Donc en fait ça c'est deux types d'approches. Après, moi, comme mon but c'est de faire des vidéos, je vais toujours aller dans le principe de l'immersion. Donc c'est pour moi la meilleure moyen d'apprendre, c'est l'immersion. Ça veut dire que tu te focuses sur une seule chose à la fois et tu fais que ça. Et donc ça veut dire tu l'écoutes, tu vois, tu vis, tu respires la compétence. Ça me permet moi d'être à fond dans le truc. Après, ce qui va aider, c'est déterminer un objectif dès le début. Alors l'objectif c'est de savoir combien de temps je veux mettre dedans, quel niveau de compétence je veux avoir, et ça va déterminer combien de temps ça va me prendre. Donc tu vois, le lancer de cartes, j'avais juste envie que ça plante dans une banane, tu vois. Donc je savais que ça allait pas me prendre une semaine. Mais l'apnée, quand c'était par exemple tenir 4 minutes, en voulant vraiment faire ça, je devais finalement passer énormément d'heures dessus. Donc j'étais au courant, tu vois. Et donc quand tu as choisi cet objectif-là, tu vas utiliser la loi de Pareto, c'est-à-dire que tu te dis, si vraiment mon but c'est juste par exemple tenir 4 minutes, je vais me concentrer que sur ça et je vais pas me concentrer sur autre chose. Parce que souvent dans une compétence,
au début tu décortiques, plus tu te vois, il y a énormément de choses à faire. Et en fait, la loi de Pareto, moi je l'utilise pour me dire bon bah là le piano, je voulais juste apprendre Chopin, donc je vais pas passer du temps à faire Au clair de la lune, je vais pas passer du temps à alors j'ai fait un peu de gamme, mais je veux dire j'ai pas fait de solfège. Et j'ai direct été dans la pratique. Et donc ça, c'est mon processus, c'est de si j'ai l'objectif et que j'utilise uniquement ce qui m'intéresse et que je m'immerge, je vais être plus rapide parce que c'est précis en fait. Le fait que les gens ça soit pas précis, c'est parce que souvent il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de se dire est-ce que ça c'est inutile. Donc en fait, moi j'ai conscientisé d'être juste plus actif dans mon processus d'apprentissage et c'est juste pour ça que je suis plus efficace. C'est juste que je sais directement ce que je veux en faire, où je veux aller, la vidéo que je veux faire et tout. Après, le truc c'est que donc t'as un petit processus de recherche qui te permet un peu d'estimer le temps que tu vas devoir y passer, le temps que ça va te prendre. Et du coup, après, tu vas peut-être mettre des petites étapes et ensuite tu vas vraiment faire que ce qu'il faut pour l'objectif, quoi. Et le temps d'étude, il peut être plus ou moins long, mais en gros, dedans, tu veux savoir quelles sont les erreurs à éviter, quels sont les blocages, comment décortiquer en petites étapes l'apprentissage pour que ça soit le plus fluide possible. Et en fait, cette phase d'étude te sert à ça, quoi. Et c'est un peu le préambule avant de commencer, tu vois. Parce que si tu te lances sans faire ça, bon, c'est possible aussi. En fonction de la difficulté, c'est plus ou moins intelligent de faire l'étude ou pas, quoi. Si c'est très facile et que tu sais que le lancer de cartes, toi, j'ai pas besoin de passer des heures dessus, je vais pas me faire chier avec la décortication, quoi. Et c'est quoi la compétence qui t'a pris le plus de temps d'étude, tu dirais, en préparation avant de faire de la pratique? C'est un truc que j'ai abandonné. C'était le drift, parce qu'en gros, il y avait toute une phase où il fallait trouver le matos, fallait installer le matos, fallait connecter avec le logiciel, fallait trouver des gens, et quand j'ai commencé la pratique, j'étais déjà démotivé et ça m'intéressait plus. Et en fait, je me dis mais moi je m'en fous, enfin j'ai pas envie d'apprendre sur un ordi, quoi. Et alors qu'en vrai, les mecs qui en font, ils ont tous appris sur simulateur, quoi. Et en fait, c'est juste, je me suis dit bon ça me correspond pas, ça a pris trop de temps, j'ai pu passer 2 mois déjà juste pour avoir le bon matos et tout ça. Et en fait, après j'étais découragé, tu vois. Donc j'ai tout revendu et c'est un des seuls trucs où j'ai arrêté, et je le mets dans le livre où je mets faut faire vachement gaffe à ça, parce que dans l'apprentissage, tout peut être un blocage. Donc le lieu de pratique, si c'est trop loin de chez toi, c'est un blocage. Le prix du matériel, c'est un blocage. Le temps que ça te prend à pratiquer par jour, c'est un blocage. Tu vois, il y a des trucs, tu peux passer 15 minutes, c'est efficace. Et il y en a d'autres, t'es obligé de passer au moins 1 heure, tu vois. Donc, en fonction de ton temps, ça peut être un blocage. Et en fait, si tu veux apprendre efficacement, faut casser dès le début tous ces trucs-là, toi. Faut te dire, si je veux faire du skate, je sais que c'est possible parce qu'il y a un skatepark à 10 minutes. Le skate, j'en ai trouvé un d'occasion sur le Bon Coin. Tout ça, ça va te faciliter l'apprentissage. Mais si c'est pas le cas, ça peut te compliquer. Et en fait, il y a plein de gens, et moi, je suis pas spécialement plus fort là-dessus. C'est que, il y a des trucs juste, si c'est trop loin, trop cher, trop compliqué à mettre en place, moi, en fait, comme c'est pas. T'évalues super vite, quoi. Ouais, voilà. Comme c'est pas tous les sujets ne sont pas forcément des passions. Si le truc, ça te passionne pas dès le début, tu vas pas réussir à passer ces étapes-là, parce que c'est juste, non, je vais pas passer 2 heures dans les transports pour faire un truc dont je suis pas sûr que ça me plaise. Donc, tu vois, c'est un truc d'analyser en amont. C'est ça, en fait, c'est la phase d'un peu d'anticipation, de dire, combien de temps ça va me prendre, et d'évaluer ça, d'évaluer ça. Ouais, effectivement, peut-être que tu vois, par exemple, si je ramène ça, tu vois, à la discipline du sport ou de l'ultra trail, tu vois, tu vas avoir plein de gens qui vont te dire je rêve de le faire, et qui vont pas regarder le prix de la course, regarder le prix de l'hébergement, quel week-end c'est, qui vont pas trop s'enseigner sur le volume horaire, et puis du coup qui vont dès qu'ils vont le découvrir, ça va être un blocage parce que ils n'ont pas anticipé, pas, quoi. Ok, donc hyper intéressant. Et après, comment tu fais pour te filmer dans le processus d'apprentissage, du coup? Je sais pas, tu fais des pauses, tu vois, si on reprend le coup de la carte dans la banane, je sais pas, tu l'essayes 20 fois, et après, je sais pas, 20 fois, 200 fois, 2000 fois, et après tu fais un petit récap en vidéo. Comment est-ce que tu jongles entre la création de contenu et l'apprentissage? Parce que je crois qu'il faut faire des pauses aussi, tu sais, quand t'apprends. Au début, je filmais tout. Donc mes premières vidéos, c'était vraiment, j'avais tous les rushs de toutes les étapes. Et en fait, c'est devenu impossible avec le temps, parce que quand je passais 50 jours sur un truc, je pouvais pas filmer 2 heures, 3 heures d'entraînement par jour et après dérusher. Mais au début, je filmais tout pour, comme ça, je pouvais dire ça m'a pris 5 heures, vous voyez le résultat, tout ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que, en gros, j'ai conscience
de ce que je veux à l'avance dans ma vidéo. Et en fait, je sais quand un truc, je veux le filmer ou pas. Donc, je sais que j'ai besoin de filmer les premiers stades parce que c'est toujours marrant de voir quand je me fais des fails ou je tombe ou je me fais mal, tu vois. Ouais. Une fois que j'ai un peu progressé et que j'ai eu une première réussite, là, je dis, là, je vais peut-être pas filmer les 2-3 entraînements après. Et je reprends à m'entraîner quand soit j'ai un blocage, soit j'ai une nouvelle progression. Et du coup, ça me permet de moins filmer et d'être un peu plus. En fait, comme j'ai beaucoup fait de vidéos, je sais à peu près ce que je veux. Donc ça fait que je sais quand je veux filmer, je sais quand je veux pas filmer. Et après, pour revenir sur les pauses, ça c'est obligatoire et ça c'est même c'est une sorte de, c'est pas une astuce parce que tout le monde sait qu'il faut faire des pauses, mais c'est quand même un truc qui est hyper efficace, tout comme le sommeil. Mais en gros, dans beaucoup de compétences, si je passais 4 heures dessus, et au bout d'un moment, assez rapidement, je dirais au bout d'une heure, il y avait plus trop de progrès, tu vois. Par contre, si j'avais eu conscience à l'époque que au bout d'une heure, fallait que j'arrête et je fasse 30 minutes de pause et je revienne, en fait, j'aurais peut-être pu progresser plus vite. Parce qu'en gros, généralement, quand tu fais ta pause, t'as ton cerveau qui est en train d'essayer de trouver la solution en back-office et quand tu reviens, en fait, ton cerveau, il a déjà progressé. Donc, généralement, en fait, limite, tu fais 15 minutes pause, 15 minutes pause ou 30 minutes pause, 30 minutes tu reprends. Et en fait, en étant un peu dans une phase un peu découpée comme ça, tu seras beaucoup plus efficace dans tous les apprentissages. Okay. Donc le pouvoir de la pause, il est important. Ça peut être aussi genre si tu t'entraînes tous les jours, tu fais 2 jours de repos. Ça m'a aussi souvent aidé. Et en fait, maintenant, au début, j'étais en flip quand je faisais des pauses. Je me dis putain, faudrait que je fasse 4 heures d'affilée. Là, je dois faire ma vidéo et tout. Maintenant, je suis en mode je fais 30 minutes et je m'en fous si c'est que 30 minutes parce que je sais que ça va suffire en fait. Si je suis assez actif dans le processus, peu importe si je fais que 30 minutes, si c'est tous les jours, ça va marcher, quoi. Ouais, plutôt de faire mes 4 heures tous les jours où je suis exténué, que je progresse pas, que je me frustre. Maintenant, je me frustre plus trop, tu vois. Je sais que je pratique un peu zen, de manière zen, 30 minutes, j'ai fait un peu de progrès, je fais une pause, je reviens le lendemain, je continue. C'est un peu plus, un peu moins acharné qu'au début où je pensais qu'il fallait vraiment juste y aller bêtement à fond. Ouais. Et faire le maximum. Ouais. Ça marche un peu, ça marche, tu vois, mais c'est juste, c'est pas forcément agréable à vivre, quoi. Tu passes 10 heures d'affilée à jongler, t'as mal au bras et tout ça. Ouais. Mais hormis, je sais pas, t'as des petites anecdotes un peu, je sais pas, ou des moments un peu qui t'ont vraiment fait douter ou t'acharner, peut-être hormis les défis un peu psychologiques que t'as pu faire. Tu as des compétences qui ont vraiment été dures, tu vois. J'ai vu, tu vois, le piano, tu vois, pour moi, alors, il me semble que t'as trouvé ça finalement assez simple à apprendre et tu le dis. Moi, ça me semblait hyper dur. De prime abord, ça me semble hyper dur à apprendre, tu vois. Le piano, ça m'a semblé simple parce que justement, j'ai fait 15 minutes par jour, quoi. Genre vraiment pas plus. Okay. Pendant 1 ou 2 mois, je faisais 15 minutes par jour. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était possible de progresser et j'ai un peu lâché prise sur ça. En fait, je me suis dit, je suis tellement pété en piano que ça sert à rien que je me fasse du mal. Donc, 15 minutes, je faisais des gammes, j'essayais de faire juste la main gauche sur un passage, j'avais fait des petits progrès et j'y retournais. Et en fait, je me suis rendu compte que la régularité, c'est le plus important et pour le piano, j'avais pas le choix. Je pouvais pas passer 1 heure dessus. En fait, au bout de 15 minutes, j'étais cramé. Et pareil sur la compétence sur la mémoire. En fait, c'est tellement prenant que ça sert à rien de passer des heures dessus. Donc, donc ça, c'était pour le piano. Finalement, oui, c'était facile parce que en fait, je me suis juste dit, fais le minimum par jour. Et ça, c'est une règle que tu peux utiliser pour tout. En fait, il vaut toujours mieux 15 minutes que 0 minutes. Donc, en fait, faut arrêter de se culpabiliser sur le temps et c'est juste, tu pratiques tous les jours. Et après, pour revenir sur ta question, s'il y a des trucs particulièrement durs, moi, j'ai trouvé l'apnée assez dure. En fait, toutes les compétences qui m'ont un peu fait peur, où il y avait un risque quand même de blessure, forcément, c'était les plus durs. Genre, saut de falaise, je me rappelle, je me suis dessus avant les 8 mètres, alors que c'était pas du tout haut par rapport à ce que je voulais faire, c'était pas haut. Tu vois, moi, je voulais aller à 20 et j'ai pas réussi, mais j'ai pas eu le temps surtout. Mais tu vois, là, j'étais mal, tu vois, j'avais vraiment mal au ventre, j'y pensais, je stressais, tout ça. Pareil pour la grimpe urbaine, avant de grimper mon premier immeuble, j'étais en mode putain, c'est horrible, tu vois, donc t'as vraiment des sensations désagréables. Le wheeling, alors c'était pas compliqué, mais c'était frustrant parce que j'ai pas été super bon, tu vois, dans mon apprentissage. J'ai beaucoup fait, je suis trop acharné, pareil, j'étais pas encore assez, on va dire, fluide là-dessus, tu vois. C'était un peu encore apprentissage un peu bébête. Et maintenant, je sais que je fais plus ça, mais voilà, à l'époque, c'était un peu comme ça. Mais ouais, dans les plus difficiles, c'est ceux qui m'ont demandé vraiment de dépasser des peurs ou voilà. Globalement, c'est ça.
Ok. Et j'aimerais faire un petit zoom sur ce que tu as fait sur le coxage, tu vois. Alors peut-être pour les pour les auditeurs, ça fait plusieurs fois qu'on le cite, mais pour les auditeurs qui savent pas ce que c'est, comment est-ce que tu définis toi le coxage? Alors, la définition, c'est simulation de prise d'otage ou de capture. En fait, on te met dans une situation simulée où, imaginons, t'es kidnappé par Al-Qaïda et je sais plus si ça existe encore Al-Qaïda, mais en tout cas par Daesh, on va dire. Et la situation, c'est comment tu survis. Donc, t'es menotté, t'es cagoulé, t'es maltraité, t'es dans des positions, t'es dans des positions inconfortables. On peut te déshabiller, on peut t'humilier. Donc, c'est vraiment une situation réelle, mais simulée dans le sens, les gens ils vont pas te tuer et a priori ils vont pas te blesser. Alors, dans les épreuves du GIGN, les mecs ils peuvent te frapper, mais ils vont pas te blesser. Ils vont te taper à un endroit où au pire t'auras un ecchymose, mais ils vont jamais te casser un membre, tout ça. Mais c'est quand même déjà extrême. Ouais. Et du coup, moi j'ai fait ça avec un ancien du GIGN qui s'appelle Aton. Et l'idée, bien sûr, c'était pas de faire aussi compliqué que le GIGN parce que c'est pas mon intention de l'intégrer, mais c'était d'avoir un peu un avant-goût, quoi. Et donc ça a été fait et voilà, j'ai été menotté, coagulé, mis dans des positions inconfortables sur les genoux, j'ai été déshabillé, ensuite c'est impressionnant. Est-ce que ce qu'ils te font, c'est vraiment c'est très très réel, quoi. Ouais, disons oui, c'est une simulation, mais tu le vis vraiment, quoi. T'as vraiment mal quand t'es sur les genoux pendant 20 minutes dans un camtar et que ils bougent tu te prends les rochers, donc tes genoux ils font tu sautes sur tes genoux en fait. Donc t'as vraiment des douleurs. Et du coup après ça va jusqu'à après l'interrogatoire musclé où là c'est vraiment t'as un mec qui te crie dessus, qui te fait un peu du waterboarding, donc c'est le truc de torture où t'as une toile de jute sur le visage et ils te mettent de l'eau et que t'es obligé d'avaler. Et après il y a aussi des moments où ils m'ont fait des prises d'asphyxie, donc voilà, c'est une simulation, mais tu le vis vraiment, quoi. C'est pas, tu te dis pas c'est marrant, c'est un jeu, continuons. Donc à la fin de la vidéo, le lendemain, quand tu fais un peu le débrief du coup avec Aton, c'est ça? Ouais. Enfin peut-être que t'es crevé parce que t'as pas dormi de la nuit et tout, mais on sent que t'es marqué, quoi. Clairement. J'arrive pas à sortir de la voiture et tout. Ouais. Okay. Donc non, après coup qu'est-ce qu'elle t'a appris cette expérience sur toi, sur déjà pourquoi tu t'es infligé ça? Je sais pas, on me pose la question, ma maman aussi me demande pourquoi j'ai fait ça. Mais en vrai, je me rappelle plus trop parce que c'est vrai que du moment, en fait, j'étais même pas sûr de le faire. Enfin, c'était même pas. En gros, je savais que ça pouvait arriver, mais j'avais aucune certitude, donc j'avais même pas anticipé. Mais on en avait parlé un peu avec Aton, mais tu vois, j'étais pas sûr. Parce que le but, c'est que ça te surprenne un peu. Donc, t'es pas prévenu, on va dire, là, on va te mettre en position, là, on va. Donc, c'est juste, je m'y attendais pas. Et du coup, je pense que, à la base, moi, comme je suis un gros fan de cinéma, on en a pas encore parlé, mais tout ce que je vois au cinéma, j'ai un peu envie de l'expérimenter, donc c'est aussi pour ça que j'ai appris plein de trucs. Toi, grimper les immeubles, c'est pour moi un peu le truc de super-héros, le parcours, l'apnée, j'ai vu ça dans les films aussi. Donc les armes, les armes, les lancers d'armes, c'est des trucs un peu stylés que tu vois dans les films. Et donc le coxage, il y a pas vraiment de trucs sur le coxage, mais il y a souvent des trucs où les héros se font capturer par les méchants. Il y en a tout le temps. Et genre James Bond dans Casino Royale. Qui se fait latter les couilles avec je sais pas quoi, une masse, et que voilà, il arrive à résister et à dire ça me gratte un peu sur la gauche. Alors moi j'étais un peu dans ce délire là, qu'est-ce que je ferais dans cette situation? Et comme je suis pas du genre à juste être dans des imaginaires, j'ai besoin de le vivre en vrai, donc je me suis dit j'aimerais vraiment voir comment moi je m'en sortirais, et je voulais voir est-ce que je résisterais ou pas, tu vois. Donc c'était un peu le but, c'était de voir si j'avais les corones pour ça, quoi. Ok, d'accord, ouais. Donc tu t'es dit jusqu'où je vais tenir, quoi. Ouais, est-ce que je suis capable déjà de tenir? Est-ce que je vais pleurer? Est-ce que je vais dire arrêter au bout de 2 secondes? Je voulais voir, en fait. Ok. Et avec le recul là, parce que ça fait plusieurs mois déjà que tu l'as fait, bientôt peut-être un an, non, même d'ailleurs. Peut-être pas un an, mais ouais, peut-être 6 mois. Et qu'est-ce que t'en as retenu sur toi d'une situation aussi extrême que ça? Déjà, je pense que j'aurais pu aller plus loin avec un peu plus de préparation. Parce que du coup j'ai craqué, pour pas spoiler, mais j'ai craqué vers la fin. J'aurais pu tenir encore un peu, donc en vrai il y avait des méthodes pour tenir, donc je sais qu'en fait j'étais un peu frustré en me disant si j'avais su ça, je pense que j'aurais tenu, et donc j'étais un peu en mode vas-y je recommence, même si je l'ai pas fait. Donc en tout cas il y avait ce truc là où je me suis dit en fait j'aurais pu tenir plus longtemps, donc j'ai les épaules pour faire ça. C'est quoi les trucs pour tenir plus longtemps? Parce que c'est
de rien dire, de pas être dans la provoque avec les agresseurs. Alors ouais, il y avait des trucs comme ça. Alors moi, c'est parce que moi, du coup, je l'ai joué à la James Bond et j'ai fait un peu mon malin. Donc en fait, ça, ils disent qu'il faut pas trop le faire. Toi, surtout si c'est avec Daesh, je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc ouais, peut-être la jouer un peu plus subtil. Et en fait, c'est de faire croire un peu à l'autre que tu craques en disant des trucs et c'est pas les vrais, ou faire croire que, toi, typiquement, le truc super simple que j'aurais dû faire, c'est de faire croire que je m'étouffais plus rapidement avec le waterboarding. Comme ça, en fait, ils auraient arrêté plus tôt. J'aurais pu vite fait faire semblant, tu vois. Et les mecs faire, c'est bon. Comme c'était des instructeurs, ils allaient pas volontairement me noyer. Donc, si je faisais un peu semblant, tu vois, ça passait. Donc, je sais que j'aurais pu un peu faire ça. Et puis comme c'est une compétence aussi en soi, j'aurais pas pu m'entraîner, mais disons que si j'en refaisais plusieurs fois, une fois par an, une fois tous les 6 mois, je sais que je tiendrais plus longtemps. Et du coup, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que c'est possible de verrouiller. Ça, je le savais un peu que j'étais capable de le faire parce que j'avais quand même fait des trucs différents, que ce soit privation de sommeil, le froid, où t'es quand même des fois obligé un peu de te verrouiller l'esprit. Ça veut dire accepter la douleur et juste ne pas céder, on va dire. Et donc ça m'a appris que j'étais capable de faire ça. Et bon, après, je me suis toujours projeté. Je me dis, si jamais arrive un jour, est-ce que je pense que j'aurai un peu des bases pour m'en sortir. Et moi, j'ai un peu des fantasmes un peu bizarres comme ça, mais tu vois, je me dis si je me fais vraiment enlever ou si je me fais agresser. Donc je me suis toujours un peu projeté dans des scénarios comme ça parce que j'ai vu trop de films, je pense. Donc j'ai arrêté les films pour ça, tu vois. Donc j'ai arrêté YouTube, les films, Netflix, je regarde plus parce que ça t'inspire trop. Ça tourne trop là-dedans, frère. Mais en même temps, ça me donne des idées de vidéos, donc c'est pas mal. Ouais, mais toi, t'es un peu obligé. Donc mais ouais, moi je regarde pas trop YouTube. Et par contre Netflix, là j'ai arrêté aussi. J'avais les abonnements de ma meuf et du coup j'ai dit c'est plus possible. Ah ouais. Non, en fait moi je suis boulimique de tout en fait. Donc toi, si je peux regarder 10 séries, je le fais. Donc j'essaye c'est dur. Je suis un peu je suis obligé de me contrôler par rapport à ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Et parce que ça t'aide à procrastiner en fait dès que t'as Netflix et tout. Donc ouais, j'étais content de l'avoir au début. Maintenant je me dis c'est une malédiction. L'algorithme, il te monte un nouveau truc à chaque fois. Tu fais, ah putain, ça a l'air intéressant. Ah ouais, tu le mets en wishlist et puis là, tu te retrouves avec 10 trucs à regarder. Ouais, mais c'est exactement pour ça, tu vois. Moi, je me suis dit au bout d'un moment, du contenu, j'en crée, j'en consomme si ça me fait progresser ou si ça m'inspire. Mais pour juste me divertir, je préfère être du côté des créateurs, quoi. Ouais. Donc, et puis le jour où j'ai entendu le fondateur de Netflix dire que son pire ennemi c'était le sommeil, parce que 90% je crois que une utilisation de Netflix sur 2 se termine en je ferme mon ordinateur et je dors. Ouais. Parce que je suis fatigué et que je viens d'enchaîner 10 épisodes d'une série. J'ai fait bon, moi, j'ai déjà des troubles du sommeil de base parce que je suis un peu angoissé, un peu stressé. Je cogite déjà beaucoup dans ma tête. On va arrêter cette merde. Je vais essayer d'avoir un sommeil sain et du coup voilà, j'ai plus quoi. Mais tu as bien fait. mais du coup on se comprend un peu, mais ouais. Trop cool. Et ouais, peut-être après coup, là, pour terminer sur le coxage, t'as vu, j'aime bien digresser, je savais pas mais et revenir aussi, mais après coup, sur le coxage, ça t'a laissé des traces un peu négatives, tu vois, moi, je sais que j'en aurais refait des cauchemars, tu vois, par exemple. Après, pendant une semaine, j'avais l'impression que j'avais des PTSD, tu sais, le syndrome post-traumatique des militaires, quoi. Ouais. Donc j'étais un peu en stress le soir, je n'arrivais pas à dormir, je suais, je revivais les scènes. Mais ça a duré une semaine et après c'est passé, quoi. Mais au début, t'imagines, moi je serais parti dans une espèce de parano à me dire putain, et si ça part jamais, quoi. Ouais, j'ai un peu eu peur de ça au début, ouais. En fait, quand je l'ai fait, ça se trouve, je vais jamais m'en remettre. Et en fait, je me rends compte que l'humain, il est fait pour quand même se remettre de pas mal de trucs, et en l'occurrence ça a duré que 2 heures. C'est quand même 2 heures, mais tu vois, si j'avais vécu ça pendant une semaine, 2 heures. Ouais, finalement c'est rapide, tu vois. Sur la vidéo t'as pas l'impression, mais ouais, ça dure en tout un peu plus de 2 heures, quoi. Et mais ouais, en fait au bout d'une semaine ça allait mieux. Enfin physiquement, ouais, j'ai pris une semaine à m'en remettre, psychologiquement aussi. Au début, je me dis putain, j'espère que ça m'a pas fait de séquelles, parce qu'au final, quand t'es dans des moments comme ça, même si c'est simulé, t'as quand même ce truc-là où tu peux pas t'échapper, et donc ton cerveau il est un peu en mode ouais, j'ai pas envie d'être là, quoi. Du coup, il y a un truc où t'as peur de casser quelque chose. Mais au final,
Alors peut-être s'il y a des gens, ça le ferait. Hein. Faut pas non plus dire aux gens de faire un coxage et que c'est bien. Hein. Moi, ça a pas mis de séquelles, mais peut-être ça peut en mettre à certaines personnes plus fragiles ou moins habituées ou qui sont plus sensibles à ça. Donc, moi, je sais que ça a juste été un peu pendant une semaine. Après, ça allait mieux, mais ouais, effectivement, des fois, je me suis dit, est-ce que ça va faire des séquelles ou pas? Mais bon, voilà, non. Après, tu vois, tu te dis que ouais, les militaires, ils vivent des trucs tout le temps. Enfin, je pense que eux, s'ils ont des syndromes post-traumatiques, c'est que ils vivent ça tout le temps, quoi. Alors pas que ça soit des coxages, mais perdre un mec en combat, se faire prendre une balle, les trucs les plus hardcore. Faire des bandages sur des gangrènes. Ou ouais, donc je pense que bon, en le vivant une seule fois, après c'est comme tout, tu vois. Aussi, moi je me suis fait agresser une fois. Bon, ouais, pendant un temps t'es un peu en flip et puis au bout d'un moment ça disparaît, quoi. Donc je pense que sauf si tu vis un truc vraiment longtemps, la plupart des choses tu vas pouvoir en guérir ou passer à autre chose. Tu fais une petite thérapie, puis voilà, quoi. Enfin, si t'as besoin. Mais... Et tu penses pas, bon là c'est une question que je te pose un peu personnelle, mais une question aussi de bien-être. Tu vois, est-ce que après avoir vécu un truc comme ça, tu ressavoures un peu des plaisirs simples? Je te dis ça parce que, comme je te disais, tu vois, avant qu'on enregistre, moi j'ai eu un été très dur, tu vois, et où vraiment j'ai eu un espèce de petit élément déclencheur qui a fait que j'ai tout remis en question. Et j'ai frôlé, j'ai frôlé des moments où j'étais vraiment déprimé. Et tu vois, là, je me remets à faire des interviews. Heureusement, j'avais enregistré 15 interviews d'avance et je les ai sorties une à une. Et j'étais là, je vais m'y remettre la semaine prochaine, et je sortais les nouveaux trucs, tu vois. Et j'étais incapable de créer ou d'appeler un athlète ou d'appeler un invité, quoi. Et ouais, en fait, je me suis senti tellement mal que, tu vois, j'ai repris plaisir sur des trucs hyper simples. Et une des réflexions que j'ai eues aussi, tu vois, pendant cet été, c'était que si j'étais aussi déprimé, c'est parce que j'ai eu aussi énormément d'adrénaline, tu vois, dans ma vie, et que j'avais peut-être besoin d'une espèce de dopamine détox ou, tu vois, de calmer un peu tout ça. Est-ce que, tu vois, justement, après un coxage, je sais pas, bon, t'as dit que t'avais eu une semaine un peu dure, mais tu te dis pas, ah tiens, mon café ce matin il est meilleur qu'à d'habitude, ou tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, alors du coup j'ai pas eu ça en fait avec le coxage, mais ça je l'ai eu en fait juste avec le fait d'apprendre des choses, dans le sens où je me suis remis dans une posture d'émerveillement et du coup j'ai commencé à prendre conscience que je kiffais vraiment les trucs un peu plus simples. Donc ça c'est pas le coxage qui a déclenché ça, tu vois. C'est juste que ça fait longtemps que maintenant, je me rends compte que moi j'ai juste envie de trucs simples, donc c'est-à-dire voilà, écouter les oiseaux, me balader, faire l'amour, voir un film, enfin tu vois, juste des trucs basiques, tu vois. Mais ça, j'avais déjà conscience avant le coxage, donc ça m'a pas créé d'illumination par rapport à ça ou par rapport à se dire ah oui c'est bien le confort quand même. Non, ça a pas trop changé, mais je pense que c'est plus le processus juste de ma chaîne qui a fait que je me suis devenu un peu plus sur l'instant présent, sur profiter des trucs. Et me rendre compte qu'en fait si j'aime apprendre, c'est pas tellement pour le résultat, c'est plus pour le plaisir d'apprendre, et que en fait tu vois, même si si j'avais pas de chaîne YouTube et que juste j'étais rentier et que j'avais rien à faire, j'apprendrais quand même plein de trucs. Et en fait juste ça, c'est une chose simple pour moi. Apprendre, c'est simple, tu vois, c'est pas un truc complexe. Et du coup juste cette chose là, j'aime bien faire ça, donc et ouais, donc moi ça me suffit. Mais ouais, comme ça j'étais content effectivement de pas être tout nu dans la boue avec des menottes et de me retrouver dans une situation normale, mais ouais, je pense qu'il faut alterner un peu ça. En fait je trouve que le bonheur c'est vraiment quand tu fais des trucs difficiles et après pendant un temps tu fais des trucs où juste t'es dans ton confort et ensuite tu te remets en difficile. Effectivement quand tu passes 2 semaines dans un bootcamp militaire, quand tu reviens t'es content, ça te fait du bien, tu vois. Mais je pense qu'il faut alterner parce que le plaisir du confort il vient parce que t'as de l'inconfort en fait. Ouais, exactement. Donc si t'as pas l'autre et que c'est tout le temps dans le confort, tu le prends plus conscience de la qualité de ce dernier, quoi. Ouais, mais c'est un peu ça, ouais. Mais justement, désolé, je ramène le truc à moi, mais après ce que j'ai vécu, tu vois, je me dis, j'étais tellement pas bien que en fait maintenant tous les petits trucs, les petits moments, mais un peu comme ça, tu vas te rencontrer, passer un moment avec toi. En fait, je les savoure encore plus. Je suis encore plus j'essaie d'être encore plus dans l'instant présent, quoi. Mais c'est cool. Et c'est marrant que t'aies dit, ouais, si j'étais rentier ou multimilliardaire, je ferais aussi ça. Parce que moi, c'est une des questions que je me suis posée un jour, tu vois, c'était de me dire, qu'est-ce que je ferais si j'étais milliardaire et que j'avais pas besoin de travailler. Je ferais peut-être pas des vidéos, mais j'essaierais aussi d'apprendre un maximum de skills et de compétences, quoi. Donc, moi, je sais exactement ce que je ferais. En tout cas, c'est clair, quoi. Si je suis milliardaire, j'ouvre l'école directe.
je produis des films, j'apprends, je me crée ma Batcave et puis c'est bon. Hein. C'est réglé, quoi. Vas-y, trop cool. Et ouais, après, bon, j'avais peut-être des petites questions sur YouTube, mais j'aimerais peut-être les garder pour à la fin, et c'est vraiment plus anecdotique. Mais il y avait deux vidéos en plus que t'as fait qui m'intéressent. C'est que t'as arrêté le sucre. Oh, j'ai repris. Hein. Je pense que ça, c'est la question. Est-ce que tu continues toujours? Non, j'ai repris. Alors, en fait, le but pour moi, c'était de faire une détox et après de rééquilibrer mon rapport au sucre. Mais pour être transparent, je sais que moi, c'est un des points. Enfin, comme je dis, je suis boulimique, mais un peu de tout, quoi. Donc, c'est à la fois les séries, à la fois les films, à la fois la bouffe. Donc, c'est vrai que c'est pas encore un truc ça que j'ai. Donc, j'arrive à faire des détox, tu vois. Le sport aussi, non? Tu te mets pas à la course à pied sinon ou... Non. Non. J'ai pas trop course à pied, mais ouais, bon, oui, le sport, mais comment dire, je peux pas être boulimique parce que au bout d'un moment je suis fatigué, donc faut que j'arrête et que j'ai mal, et donc voilà. Mais tu vois, les films où le sucre, avant d'avoir mal, toi, je peux en bouffer beaucoup. Donc ouais, ça m'a fait du bien la détox pendant, je sais pas quand c'était, mais c'était déjà il y a peut-être 3 ans. Donc pendant un temps, j'avais réussi à m'en détacher, et en fait, là j'ai recommencé un peu à en prendre parce que j'ai une copine, et que du coup, en fait, quand t'es en couple, t'arrives pas à te dire je vais pas profiter de cette belle glace ou. Ouais, donc j'ai recommencé à prendre des sucres. Bon, c'est pas de sa faute, hein, je veux pas l'incriminer, mais du coup, t'as du nocciolata, ouais, t'as une part sociale. Donc quand tu vas chez elle et que t'as de la pâte à tartiner, tu te dis bon j'en prends juste un peu. Donc et au final, je me dis bon en fait, j'en achète pas, donc si j'en ai un peu de temps en temps quelque part, c'est plus très grave. Je pense que le but du sucre, c'était aussi de se dire, bon, on va pas non plus se prendre la tête, c'est bon le sucre, donc c'est pas grave. Le seul truc, c'est est-ce que t'en manges tous les jours, à tous les repas. Donc c'est plus ça, effectivement, là aujourd'hui, quand je suis chez moi, ce que j'achète jamais de trucs sucrés. Donc, quand je dis sucré, c'est genre les gâteaux, les glaces et tout. Ça va arriver du coup une fois le week-end, mais je veux dire, j'ai pas une alimentation autour du sucre, donc ça m'a quand même aidé. Et le but, voilà, c'était plutôt de me rééquilibrer. Comme pour le porno, tu vois, j'ai fait aussi 6 mois sans porno. Là, j'ai repris. Bon, c'est plus du tout comme avant. Genre, j'ai vraiment plus d'addiction, et c'est vraiment devenu ça entre guillemets, dans le sens où je vais plus jamais juste parce que je suis déprimé comme je pouvais faire à l'époque. Tu sais, quand t'es déprimé, pas bien, et t'as envie juste de faire un truc, d'aller sur du porno, tu vois, tu le fais vraiment de manière. Enfin, tu sens que ça te fait pas plaisir en fait. Ouais. Et en fait, maintenant, j'ai plus de. Je peux y aller une fois. Une semaine, après j'y vais pas pendant 2 mois, j'y revais, et en fait du coup je sais que entre guillemets moi j'ai vaincu ce que je voulais vaincre par rapport à ça, et que j'avais aussi pas mal d'images négatives par rapport à mon rapport au porno, comment ensuite je concevais les femmes, donc tout ça j'ai réussi à m'en défaire grâce à ma détox, tu vois. Mais là ça serait un mensonge de dire que je prends plus de sucre et que je regarde plus de porno, mais en tout cas pendant la période où j'ai dit que j'ai arrêté, j'ai vraiment arrêté. Pendant 6 mois j'ai pas touché, et voilà, et le but c'était pour moi surtout de se rééquilibrer, de se détacher des choses négatives. Et après, en fait, je trouve que maintenant, je trouve ça contre-productif de s'interdire trop des trucs. Moi, j'ai tendance à être trop exigeant avec moi-même. Donc, tu vois, il faudrait que je mange pas de sucre, que je regarde pas de porno, que je vais jamais manger des trucs gras, que je fais assez de vues. Enfin, il y a un truc où à tous les domaines, faudrait être parfait, tu vois. Et moi, c'est un peu mon problème. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que du coup, j'ai les trucs de boulimie. C'est que comme tu te restreins trop, après t'as un truc où tu craques, donc ça je l'ai pas encore réglé. Ça fait partie des trucs dans ma vie où j'aimerais bien régler. Mais ouais. En fait, c'est marrant parce que je viens de comprendre peut-être un point commun qu'on avait, et aussi peut-être pourquoi, quelque chose chez toi, c'est que moi aussi je suis très boulimique et très facilement addict à un truc. Tu vois, je rentre le porno, pour le coup, j'ai arrêté il y a 3 ans, mais j'ai arrêté net, et je le fais plus, je me masturbe plus. On pourra en parler en antenne parce que je suis pas sûr que ça intéresse trop les auditeurs qui nous suivent. Bon, d'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le nous. Mais en gros, pareil, je suis hyper extrême, et quand j'arrête un truc, tu vois, moi je suis devenu vegan pendant 6 mois juste pour tester. Et en fait, j'en suis arrivé à un point où les gens me disent ouais, t'es trop extrême, et en fait je leur dis non, c'est juste pour apprendre à être modéré. Ouais, moi c'est pareil. Pour apprendre à être modéré. Et en fait, ouais, je sais pas toi, mais tu vois, quand t'arrêtes le sucre, ou que t'arrêtes le porno ou un truc, ou que tu te prives, en fait tu déconstruis ce manque, tu vois, t'apprends à le comprendre et à le sentir, et du coup t'arrives avec le temps, tu vois,
à mieux le contrôler après, être un petit peu moins boulimique. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que toi tu le vois un peu aussi. Bah moi aussi, j'arrive pas à être modéré en fait. Donc que ça soit dans l'apprentissage, quand je vais à fond dans un apprentissage, ou quand je vais dans un sport, bah je fais que ça pendant 3 mois. Mais ouais, j'ai un peu des phases autistiques, vraiment, comme tu vois, tu te fais à fond dans un truc. Donc c'est vrai que pareil. Là, dernièrement, c'était clairement les séries et après ça me saoule en fait d'être extrême. Donc et en fait je pense que c'est plus psychologique, donc je pense qu'il faudrait que je refasse une thérapie par rapport à ça, tu vois. Mais en gros, c'est que j'arrive pas à être modéré, et du coup le seul moyen c'est de couper Netflix et Prime. Je redonne mes codes et je peux plus y accéder, quoi. Parce que tout seul, j'arrive pas à modérer, tu vois. Et pourtant, enfin tu vois, j'ai réussi à arrêter des trucs, j'ai une force mentale, mais c'est juste après, bon, moi, comme toi, moi, j'ai eu aussi un burn-out, donc là, je suis encore un peu en mode, j'ai du mal, ma résistance mentale, elle a baissé par rapport à ça, ces trucs où, quand t'es super bien, en fait, c'est facile de pas prendre de sucre ou de trucs comme ça. Mais quand on a des phases un peu descendantes, tous tes vices, ils sont hyper, ils reviennent tous. Donc, je sais que là, bon, bah, j'arrive, là, le seul moyen d'arrêter Netflix et Prime, c'est juste de couper, quoi. Donc, c'est un peu chiant, toi. J'aimerais pouvoir me dire, bah, tu peux juste y aller de temps en temps, tu vois. Mais en fait, moi, dès que c'est lancé, c'est dur d'arrêter, quoi. Ah ouais, c'est clair. Et ça met pas une certaine pression, ouais, d'ailleurs, YouTube, tu vois, de devoir produire du contenu, trouver des nouveaux challenges. Tu vois, au bout d'un moment, t'es pas dans un espèce de rythme où ça doit être hyper éreintant, tu vois. Moi, je le vois, et peut-être en créateur de contenu aussi. Bon, tu vois, moi, je fais une interview par semaine. Ça me prend une journée de boulot, tu vois. On va dire une grosse journée. Entre le déplacement, le fait qu'on se parle un peu, qu'après je vais faire du montage, que je vais faire les petits visuels, la com et tout. Ça me prend une petite journée. Et mais ça te met dans un rythme et dans une pression quand même qui est permanente. Je sais que la vidéo, ça prend beaucoup plus de temps à produire. Toi, en plus, t'apprends, donc t'es directement dans le truc. C'est pas trop. Comment est-ce que tu prends pour te détacher un peu de ça et pour te reposer et avoir un rythme aussi, tu vois, un peu cohérent, parce que moi, j'ai beaucoup d'admiration parce que j'aurais jamais tenu ta cadence en fait. Le truc, c'est que moi, j'ai pas choisi le sujet le plus facile sur YouTube. Donc déjà, comme tu dis, quand tu dois apprendre toi, donc passer des heures plus faire tout l'aspect YouTube, donc création de contenu, en fait, c'est infini en termes de travail. Et c'est pour ça que j'ai craqué aussi, c'est que là, ça faisait 5 ans que je faisais que ça, et j'arrivais plus, quoi. Donc là, je suis un peu en ce moment en train de me remettre en question sur comment maintenant je vais essayer de faire ça mieux. Mais effectivement, le rythme, en fait, t'as une pression constante. Alors c'est la pression à la fois des vues, parce que bon, t'espères quand même que tes vidéos soient vues, mais en fait, ça influence sur si t'as fait un placement de produit dessus, si tu fais pas de vues, c'est un peu en mode ah ouais, on a investi, il a pas fait de vues. Ensuite, ça joue aussi sur les revenus publicitaires. Donc ça joue aussi sur ta progression. Est-ce que tu progresses assez vite sur YouTube? Parce que bon, c'est quand même concurrentiel. Et ensuite, est-ce que la vidéo est de qualité? Ensuite, est-ce que j'ai appris? Est-ce que je suis vraiment légitime? Tu vois, est-ce que vraiment je peux faire une vidéo sur ça alors que j'ai pas l'impression d'avoir un niveau de ouf? Donc en fait, c'est trop de pression, plus tous les trucs que je t'ai dit où je veux être parfait. En fait, moi, je sais que c'est pour ça que j'ai eu un moment j'ai stoppé, quoi. Là, j'ai pas fait de vidéo depuis juin. Et donc là, je suis en train de me demander comment je vais faire ça pour le futur. Et du coup, là, ce que je te disais tout à l'heure, hors antenne, c'est loi de Pareto. C'est la même façon de l'utiliser, c'est de trouver une façon de faire mes vidéos, mes apprentissages, donc 20% d'efforts, mais qui vont être beaucoup plus efficaces sur leur performance sur YouTube. Ouais. Et donc plus de résultats, donc 80% de résultats. Donc les performances sur ta vie aussi, quoi. Ouais, du coup plus de placements, des placements de produits mieux payés, plus de revenus publicitaires, donc d'être plus à l'aise, plus relaxé, travailler un peu moins, donc prendre plus de temps pour moi. Là, tu vois, j'ai fait mon mois d'août où j'ai fait juste écrire mon bouquin, et c'était trop bien parce qu'en fait j'écrivais de 7h à 14h, donc je faisais à peu près 7 heures de boulot, et après l'après-midi je faisais rien, et j'ai adoré ce rythme-là, tu vois. Et j'aimerais bien pouvoir faire ça, genre en mode juste les matins, je suis dans l'apprentissage d'une vidéo, et ou le tournage ou le montage, et l'après-midi je fais rien, quoi. Et même si tu vois, tu te dis ah ouais, tu fais rien l'après-midi, mais bon, tu bosses pas trop, quoi. En fait non, en fait si tu travailles bien le matin et que c'est efficace, en fait l'après-midi elle peut être libre. Et là après on rejoint un peu le truc de Tim Ferriss avec la semaine des 4 heures. Alors moi je serais pas à ce point-là, mais c'est pour dire qu'en fait je pense que tu peux arriver au même résultat dans tous les points de vue, même plus de résultats, mais pas forcément en travaillant plus, juste en étant un peu plus stratégique. Donc c'est vrai que pour l'instant c'était pas trop mon cas. Moi j'étais un peu en mode bourrin,
juste sortir des vidéos, apprendre. Et là, je me suis dit, c'est plus possible et j'arrive plus en fait même. Tu vois, je vois plus apprendre 3 trucs en même temps. J'ai plus envie de faire ça. Donc là, j'aimerais vraiment, tu vois, juste me poser et me dire, bon bah là en ce moment, c'est que ça. Pendant une semaine, je fais que ça. J'apprends tel truc et puis voilà, je suis tranquille. Après, je fais mon sport. Moi, c'est super important de faire mon sport. Et je sais que quand je suis dans la phase où j'ai trop de vidéos que je dois monter et tout, en fait, le sport, même si j'adore ça, je suis obligé de me dire bon là, je ferai ce soir. Et puis arrivé au soir, t'as pas fini le montage, donc tu le recales au lendemain. Et au final, tu fais pas ton sport. Donc ouais, je me dis vraiment, faut que j'arrive à trouver un rythme où j'ai le temps d'apprendre, de faire mes vidéos correctement et que ça soit de qualité, et que les après-midi, je sois en mode temps libre, je me fais plaisir, je vais voir un film. Je fais du sport, je me relaxe et en fait ce rythme il est beaucoup plus sain et il te permet d'aller plus loin et ouais c'est du minimalisme dans le sens dans la façon de travailler quoi. Tu travailles un peu moins, pas beaucoup, précisément sur un truc, mais t'es plus heureux, plus épanoui. Ouais, bah souvent on te dit si t'as envie de mieux faire quelque chose, fais-en moins quoi. Ouais. Tu vois, concentre-toi sur l'essentiel mais bah écoute, franchement, je te souhaite le meilleur là, tu vois, pour rester un petit peu cette phase de réflexion et tout, parce que j'imagine un peu ce que ça doit être. En plus, bah, les revenus publicitaires de YouTube, c'est pas grand chose, donc ça a pas dû être facile tous les jours et tout. Et peut-être pas j'oserais pas utiliser le mot sacrifice, tu vois, mais je pense que tu as eu des moments où faut vraiment te concentrer là-dessus et ça se voit que t'es un acharné de boulot en fait, que t'es passionné par ce que tu fais, que t'es drivé par ta mission et que ça va payer et tout. Et après, ouais, la partie commerciale c'est vraiment un autre sujet et des fois on l'oublie, mais tu vois, on l'oublie parfois un peu, tu vois, mais dans plein d'entreprises, tu vois, l'équipe commerciale, elle est 2 fois plus importante que la partie de production. Ouais. Et quand tu passes 1 heure pour faire de la production de contenu, en fait, la réalité, c'est que tu devrais passer 2 heures sur du commercial. Et quand t'es créateur de contenu, t'aimes pas spécialement ça. C'est un peu chiant. Et qu'on se le dise. Et il faut trouver du plaisir, quoi. Et moi, je commence à trouver du plaisir, tu vois. Parler à ma régie, parler à mes clients, proposer des trucs. Quand t'as une équipe avec qui tu t'entends bien, ouais, c'est cool. Co-créer des projets. En fait, je vois plus maintenant le client comme quelqu'un avec qui je vais co-créer un projet, tu vois. Eux, ils veulent ça, moi je veux ça. Comment est-ce qu'on le co-crée? Comment est-ce qu'on alimente le truc? On essaie d'être créatif, on prend le temps, on n'essaye pas de faire un truc vite, bien, qui paye, tu vois. Quitte à y passer un peu plus de temps, au moins essayer de faire un truc qui fait du sens et qui est stylé, dans lequel on a mis de l'énergie intelligemment, quoi. Donc, bah écoute, hyper intéressant. Merci de livrer tout ça. Et peut-être avant un peu de terminer, t'as jamais pensé à avoir un autre modèle économique J'y pense tout le temps. Je non, le mais cherche, tu vois, faire des formations, tu vois. Ouais, alors ça, c'est l'infoprenariat. J'ai essayé aussi, mais en fait, tous ces trucs-là, c'est qu'il faudrait que je sois à fond dessus. Et j'arrive pas à être à fond parce que ça me passionne pas et que moi, ce qui me passionne, c'est juste apprendre et faire des vidéos. Et pour le coup, tu vois, c'est un peu contradictoire, mais j'ai le message de dire tout peut s'apprendre et voilà, on est capable de tout, mais il y a quand même des trucs, c'est juste ça te saoule en fait. Et j'ai essayé de faire des petites formations. Et en fait, comme c'était pas assez bien amené, qu'il y avait pas forcément de stratégie, bah ça a fait des petites ventes, tu vois. Mais en fait là, je suis dans une phase où comme je fais une pause, j'en profite pour justement créer des nouvelles ressources qui arriveront, je pense, en même temps que le livre. Toi, je vais essayer d'un peu tout amener au même moment. Donc, ça sortira quand tout ça? Le livre, c'est janvier 2022. Trop cool, trop hâte. Et du coup, tu me préviendras. Déjà, je te l'enverrai peut-être. Non, déjà, je l'achèterai pour moi et j'en ferai la promo, tu vois, Super. sur les auditeurs, ça me ferait plaisir. Et ouais, du coup, voilà, j'essaye de créer autour de ça plusieurs ressources. Donc là, c'est en construction et parce que justement, je veux pas dépendre que des placements de produits. Donc c'est un peu ma phase où là, je prends le temps d'arrêter les vidéos en me disant, bon, maintenant, tu te concentres sur le business. Et quand tu as trouvé tes trucs, qui sont mis en place, tu peux revenir tranquillement sur les vidéos, un peu moins stressé, en te disant, bon, bah, si je fais pas trop de vues, il y a quand même d'autres trucs derrière. Donc voilà, là, je suis dans la phase de transition et pour trouver justement d'autres
d'autres leviers et pas juste se concentrer sur uniquement les revenus publicitaires ou les placements de produits, quoi. Ok. Bon bah cool, on en reparlera hors antenne. C'était pas forcément le sujet peut-être de la conversation. Pour terminer, j'ai une petite boîte à questions que j'aime bien faire. Tu peux y répondre du tac au tac ou répondre ou comment dire, approfondir si ça te dit. La toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi. Alors, je l'ai noté. Une bonne journée, c'est, on va dire, réussir un objectif. Donc, par exemple, soit je finis une vidéo, j'ai réussi à faire un objectif comme tenir 4 minutes en apnée, je suis trop content. Soit c'est surmonter un truc vraiment difficile. Et voilà, en gros, c'est un peu la même chose, mais en gros, avoir un peu un achievement où tu te dis, ouais, putain, j'ai réussi ça. Okay. Être dans la nature, revoir un film, un super bon film. Passer un moment d'amour, tu vois, avec quelqu'un, et je pense que c'est déjà pas mal, parce que déjà dans une journée c'est dur à caler tout ça, mais ouais, si t'arrives, ouais. La journée idéale c'est ça, c'est que genre le matin t'as réussi un truc de ouf, t'es trop content, du coup ça te met une sorte d'émotion positive, ensuite tu vas passer un bon moment au cinéma, tu vas manger un truc que t'adores, enfin ouais, c'est un peu voilà, la journée idéale c'est genre bonne bouffe, bon film, réussir quelque chose et tout ça, voilà. Okay. On s'arrive pas souvent du coup d'avoir tout ça en même temps. Et c'est quoi l'achievement dont t'es le plus fier? Le challenge dont... je sais pas. Ça, c'est des questions... je sais pas trop répondre, quoi. Enfin, je suis un peu fier de tout, tu vois. Je suis un peu content d'avoir tout réussi. Après, il y a juste des trucs où, ouais, quand ça t'a pris 12 minutes, bon, t'as pas un achievement. Enfin, plus c'est long, on va dire, plus c'est bon. Donc, plus ça a duré et plus t'as eu un truc où, genre, putain, genre... bah je répète encore, mais l'apnée, quand j'ai réussi, j'étais c'était un truc de malade, quoi. C'est vraiment donc dur. Ouais, plus ça a pris du temps et plus j'ai eu du mal, je pense plus je suis fier du résultat. Ok. Voilà. Ok. Et pire souvenir, on l'a déjà un petit peu dit, mais est-ce que t'as des petits gris-gris, des petites routines, des petits porte-bonheur pour gagner confiance en toi, pour te booster avant une petite séance de répétition ou d'apprentissage? Je crois pas, non. Honnêtement, non. Ça va décevoir tous les auditeurs, je sais, mais non, mais c'est marrant dans ton discours parce que tu vois, ici on parle beaucoup de routine, on parle beaucoup d'habitude. Oui, mais j'ai des routines, mais c'est pas forcément des trucs avant une compète. C'est juste, tu vois, je m'étire. Avant j'en faisais beaucoup, hein. Okay. Tu m'aurais posé la question il y a 2 ans, je t'aurais dit je fais la méditation, je fais les étirements, ensuite je vais faire la visualisation. Là j'ai un peu lâché tout ça, okay, pour me les faire foutre la paix un peu aussi, tu vois. Mais là je fais juste des étirements tous les jours en ce moment et ça me suffit, mais c'est pas vraiment une routine, tu vois, post entraînement ou post compétition, c'est juste mais je pense que c'est juste parce que tu vois, moi j'ai pas fait vraiment de compétition dans ma vie, mais si, tu vois, j'ai le chest tag, là je continue à en faire, peut-être je vais m'inventer un gris-gris. Après, tu vois, en parcours on a un truc avant de sauter ou de faire un gros saut, c'est qu'on sèche la semelle, c'est un peu un toc, parce qu'en gros normalement elle est sec, tu vois, mais c'est juste psychologiquement tu la sèches encore plus, et comme ça quand tu fais ton saut t'es sûr que ça va agripper. Donc ça c'est un peu un gris-gris, tu vois, mais bon, ça je l'utilise pas souvent, quoi. Mais il y a des trucs comme ça, quoi. Mais du coup t'as dû voir un peu les gris-gris de toutes les disciplines, quoi. Ouais. Tu dois tous les connaître, et du coup ça te fait un peu tiquer sur les gris-gris, et du coup tu regardes je pense que tu vois de Jimmy Vico, quoi. Ouais. Le meilleur gris-gris c'est mental, c'est juste la visualisation et se préparer mentalement en faisant le truc dans ta tête avant. Ouais, c'est pas un gris-gris, tu vois, pour moi c'est plus une préparation, mais ça je suis d'accord, ouais. Faut visualiser avant, et c'est méga important, ouais. C'est méga important. Hyper intéressant. Il y a eu la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu un instant décisif dans ta vie, mais j'imagine qu'il y en a eu des centaines, des dizaines. Après c'est difficile, tu t'en rends peut-être plus compte quand t'es plus vieux, mais après juste je sais pas si c'est décisif, mais juste le passage entre je savais pas quoi faire de ma vie et me dire bon bah je me lance sur YouTube, on va dire, c'était décisif, quoi. Ouais. Donc le passage en mode j'avais fait les cours Florent, j'ai fait une école de journalisme, j'ai fait un stage au Figaro, ça m'a pas plu, j'ai mis en scène une pièce à la fin de mes études, donc j'ai fait un peu des deux, mais ça m'intéresse pas trop de faire des castings toute ma vie. Du coup la décision c'était de dire bon bah qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui va me rendre heureux, et de me dire bon bah je pense que apprendre ça va me rendre heureux parce que ça va me rapprocher un peu de mon délire de super-héros. Et en fait, c'était plutôt le truc décisif, c'était plutôt de se dire bon bah j'écoute quel est mon vrai
rêve ou quel est mon vrai truc que vraiment je veux faire si je me pose pas la question de l'argent et du regard des autres et tout ça. Et voilà, la décision, c'était de dire, bon, bah, vas-y, je pars sur YouTube et je fais vraiment juste ce que j'ai envie. Donc ça, on va dire que c'était décisif parce qu'entre le moment avant, bah, je savais pas ce que je voulais faire et voilà. Donc ça, on va dire que c'est décisif, quoi. Ok, cool. Il y a, bon, tu nous as dit que tu avais eu beaucoup de lectures, mais il y a des personnes qui t'inspirent plus que d'autres, pas en mode idole, mais moi j'aime beaucoup les acteurs. Ouais. Donc en ce moment c'est Adam Driver et Timothée Chalamet, ouais. Ok. C'est un peu les deux acteurs en ce moment que j'aime bien, j'idolâtre un peu, je les vois, je fais ah putain c'est trop stylé. J'ai toujours un peu ça pour les acteurs, tu vois. Ça change d'époque, des fois c'est Ryan Gosling, des fois c'est Tom Hardy. Enfin j'ai toujours un peu ce truc là pour les acteurs. Et après, dans mes potes, je connais Léo Urban, je sais pas si t'as déjà vu, c'est un mec qui grimpe des tours, donc il a grimpé Montparnasse, Total. Okay. Enfin, il a fait pas mal de trucs comme ça. Il est aussi très doué en parcours et il a aussi une méthode de grimpe des arbres un peu en mode singe et c'est très rapide, tu vois. Okay. Donc lui, c'est un de mes potes, où il m'a pas mal inspiré. Bah, du coup, il m'a aidé pour la grimpe urbaine. J'ai appris à grimper les arbres avec lui. C'est un peu, voilà, dans mes potes, c'est la référence un peu. Alors je dis pas mon idole, tu vois, mais c'est plus un mec où j'ai envie de faire des trucs comme lui, il m'inspire, il me motive et ouais, c'est un peu voilà, c'est une belle bête, quoi. Ok, c'est un pote qui te tire vers le haut, quoi. Ouais. Ok. Là, sur l'aspect dépassement des peurs et tout. Ça marche. Trop cool. Tu te vois comment dans 10 ans? Beau, musclé, avec une barbe, riche chez lèvres. Non, je sais pas. En vrai, je pourrais te dire, je pense que moi, comme je projette beaucoup, là, j'ai plusieurs années en tête, tu vois, à l'avance, mais l'idéal, ce serait que, tu vois, j'ai ouvert mon académie, donc j'ai une école de super-héros, que je sois épanoui dans un sport où vraiment c'est un peu devenu mon dada, que j'ai plus de questions à me poser sur l'aspect financier, que peut-être je puisse réaliser la série que j'ai envie de réaliser. Enfin ouais, c'est en gros, je pense dans 10 ans, j'espère avoir atteint un peu tous les trucs vraiment qui comptent pour moi et puis après profiter du reste, quoi. Je pense que j'ai vraiment des gros trucs à faire et puis après je vais un peu me dire bon bah maintenant on vit un peu plus la vie au jour le jour parce que je pense que ça faut pas, enfin j'ai pas envie d'être toute ma vie dans cette truc là, d'avoir des objectifs, tu vois. Je pense que c'est bien pendant un temps, mais le vrai kiff de la vie, c'est là ce que je fais un peu en ce moment, c'est que j'ai un peu arrêté, tu vois, genre je pars plusieurs jours, les trucs que je fais pas trop, hein, je pars plusieurs jours sans prévoir, je rentre, j'ai rien à faire, alors je vais voir un pote, un peu plus, tu vois, vivre en fait. Ouais. Et pas être tout le temps dans les objectifs, le productivité, faire des vidéos, produire. Ça je l'ai fait beaucoup. Et là, je pense que maintenant, déjà, je vais changer mon rythme pour être un peu plus dans un entre-deux quand même, parce qu'il faut quand même que je vive, que je gagne de l'argent plutôt. Mais ouais, je pense que petit à petit, j'ai envie de pouvoir avoir mes acquis et ensuite plus profiter, partir en aventure. J'ai encore énormément de projets de vidéos, liés sur des voyages ou sur des longues expériences. Toi, je me dis aussi pourquoi pas un jour aller sur Sea Shepherd et empêcher des chasses de baleines. Enfin, j'ai envie de faire un peu des trucs, de continuer un peu à alimenter mon délire de super-héros et de faire vivre des aventures. Essayer d'améliorer les choses comme je peux les améliorer. Okay. Voilà. J'ai mon meilleur ami qui est chez Sea Shepherd, qui a déjà fait des expés avec eux. Ouais. Il est cuistot d'ailleurs. Ah ouais, trop bien. Si tu veux, je te le présente. Trop marrant. Il y a un... C'est quoi ton film préféré? Vu que t'es un grand fan de films, alors faut que tu me balances. C'est la question. Tu peux pas répondre ça. Y a pas de film préféré. Mais, mais je sais pas, un film là ces derniers temps que t'as beaucoup aimé. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film qui m'a marqué. Là, j'ai vu Dune récemment, mais je savais pas que c'était en plusieurs parties, donc j'étais en mode ça finit pas. Et en fait, à la fin, ah non, c'est juste le premier épisode. Ah, je suis d'accord. Donc j'étais un peu ok, mais il était très bien. Mais après, moi, les films que je cite souvent, c'est Matrix, forcément. Moi, j'ai plutôt avec mes Madeleine de Proust, avec les films comme Spider-Man, Matrix, Seigneur des Anneaux, tous les films qui m'ont bercé et qui m'ont donné envie en fait de devenir plus qu'un humain, donc de vivre des aventures, de développer des compétences. C'est vraiment tous ces films-là qui m'ont inspiré. Donc là, toi, j'attends Matrix 4. J'ai trop hâte de voir si ça va être bien. J'ai un peu peur. Et il y a aussi le prochain Spider-Man. Enfin, toi, je suis toujours un peu dans l'attente de ces films-là. Et après, j'ai vu aussi énormément de films d'auteurs et des trucs magnifiques. Mais dans les films qui m'ont plus motivé, ou même parfois quand je vois un truc, je vois une série et puis je sais pas, le mec qui fait un truc particulier, je fais putain,
ce serait cool d'apprendre ça, tu vois. J'ai toujours un peu ce truc-là avec ce rapport-là avec les films et les séries où j'aime bien trouver des idées. Mais ouais, les idées, c'est pas le problème. Enfin, c'est pas trop le problème en tout cas. J'en ai presque trop, donc faudrait que j'ai plusieurs vies. Ouais. Mais c'est peut-être une compétence à apprendre. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Il y a encore des choses qui te font peur? Bah, tout. En fait, la peur, j'en parle dans le bouquin, mais la peur, tu t'en sépares jamais. Tu peux pas vaincre la peur, tu peux pas t'en débarrasser. Quand on dit dépasser la peur, c'est pas vraiment vrai. Tu dépasses plutôt la situation, mais la peur, elle est toujours là. Tu vois, j'ai sauté d'une falaise de 12 mètres, mais j'avais quand même peur. Et là, si j'y retourne, j'ai peur, tu vois. Donc, j'ai toujours peur de plein de choses. J'ai peur d'appeler Free pour leur dire que mon abonnement, il y a un problème, parce que je déteste l'administratif, tu vois. Passer 20 minutes au téléphone, je déteste ça. Donc, j'ai toujours des peurs un peu comme ça, les peurs un peu bêtes, on va dire. Et après, bah ouais, tu vois, Là, j'ai fait le championnat de France de chess tag. Avant de passer, j'avais peur. Enfin, en fait, ouais, je pense que la peur. Disons que j'ai un rapport où je sais que maintenant, c'est normal d'avoir peur. Faut la laisser être, en fait. Faut la laisser vivre et faut l'accepter. Et c'est normal d'avoir peur. Donc, ouais, je prétends pas être sans peur et j'en ai encore plein dans plein de domaines. Bon, dès que c'est quand même un peu, il y a du risque, du danger ou que j'ai jamais fait, mais ça peut être dans des situations de la vie de tous les jours. Moi, tu vois, parler, tu vois, à des gens que je connais pas, si je suis tout seul à une soirée, ça me fait toujours peur, tu vois. Et j'ai 29 ans et j'ai fait des tonnes de trucs de ouf et j'ai déjà abordé des inconnus, donc c'est pour moi la peur elle disparaît pas, c'est plus que tu te dis bon bah je l'ai déjà fait, donc pourquoi je le referais pas, et donc tu te dis bon bah j'ai peur quand même mais j'y vais, et voilà, mais la peur disparaît pas, quoi. Ouais, la peur c'est juste une émotion qui te prévient de. C'est une information. Ouais, exactement, c'est une information qui te prévient d'un danger ou d'une situation désagréable que tu as déjà vécue et qui te reprévient une deuxième fois, quoi. C'est ça. Trop cool. Est-ce que ouais, si tu pouvais te parler à toi-même de 18-20 ans là. Ça c'est une question de Tim Ferriss, ça. Ouais, exactement. Ouais. Et ouais, du coup, comme je l'ai souvent entendu, du coup, t'écoutes Tim Ferriss quand même. J'ai écouté tous ses podcasts, ouais. Ok. Donc tous. Alors peut-être pas, mais genre sur les 500, je pense que j'en ai écouté bien 200, quoi, 200, 300. Et ouais, donc cette question-là, à chaque fois, j'avais toujours plein de réponses différentes. T'avais toujours ceux qui disaient ah bah moi je dirais rien, je changerais rien parce que tout ça m'a amené. Alors c'est un peu vrai, tu vois. Moi aussi je me dis en vrai, à la limite j'irais voir un peu plus jeune. Je dirais juste choisis ton sport là et reste-y, comme ça tu pourras devenir fort dans quelques années, tu vois. Parce qu'au final j'ai jamais réussi à tenir un sport sur le long terme. Le parcours, on va dire, c'est un peu plus celui que j'ai le plus fait, mais en même temps, j'ai eu des pauses pendant 2 ans, tu vois, et du coup, tu progresses pas. Donc, j'aimerais bien juste lui dire, choisis ton sport, et je lui dirais, choisis le parcours, tu vois. Comme ça, je dirais, mais regarde ce qui va se passer si tu fais ça. Mais c'est le seul truc que je ferais, parce qu'après, bon, pour le reste de la vie, tu vois, tu vas pas t'empêcher de vivre tes ruptures amoureuses, tu vas pas t'empêcher de vivre des déceptions. En fait, ça sert à rien de les empêcher. Ouais, j'ai pas grand chose à changer, si ce n'est, je me dis, bah, juste, si tu kifferais avoir un sport où t'es fort, donc choisis un sport et voilà, quoi. Ok. Mais en même temps, je dis ça et comme je peux pas le faire, bah aujourd'hui je regrette pas, tu vois. C'est juste, je me dis il est toujours possible, en fait. J'ai peut-être 29 ans, mais je peux toujours devenir fort dans un sport. En fait, peut-être je vais découvrir un truc ou une compétence, tu vois, où je vais faire la vidéo et en fait je vais me dire putain, je suis arrivé à un super niveau très rapidement. Il y a personne dans ce milieu-là et je me dis il y a toujours une chance qu'un jour je trouve un truc comme ça. Je peux te donner des idées si tu veux. Des sports un peu farfelus sur lesquels il y a de la place. Bah, le chess tag, tu vois, il y a un peu de place encore, hein. C'est assez neuf, tu vois. Cette compétition, c'est assez neuf. Et il y a, je sais pas, il y a 4 ans, ouais, ça commençait tout juste. Et là, tu vois, à chaque fois, il y a une équipe qui gagne différente. Donc, tu te dis, c'est pas encore le truc où t'as un Djokovic ou un Nadal qui gagne à chaque fois parce qu'ils ont une formule. Tout le monde a encore sa chance, donc ouais, je me dis peut-être ça sera ça, et puis après, mais moi en fait, comme j'adore le parcours, c'est vrai que ça m'arrangerait que ce soit ça, mais en même temps, ça demande énormément de travail, et là je suis qu'au début, donc on verra, mais ouais, peut-être un jour. En fait, j'ai aussi un rêve de faire un record du monde, mais je sais pas encore dans quoi, tu vois. Et je me dis, est-ce que ça serait pas genre t'as 10 minutes pour faire le maximum de compétences ou je cherche encore le domaine où je pourrais juste me dire j'ai fait un record du monde. Ouais, mais il y avait des pros de ça il y a quelques années, des mecs qui avaient une capacité à trouver des records sur lesquels tu pouvais qui pouvaient surperformer et du coup ils le faisaient. Je crois qu'il y avait eu un mec qui avait fait
qui a fait plein de records un peu bêtes, mais qui avait réussi, quoi, genre cassage de pastèque avec sa tête ou ce genre de truc. Bah, moi, je suis chaud, hein. Faut que j'en ai un avant de mourir. Hein. Ok, ça roule. La toute dernière question que je pose, c'est quelle est la prochaine personnalité que tu me recommandes d'aller interviewer sur un format Bah, Léo Urban, du coup. Léo Urban. Ouais, comme c'est un pote et que il aime bien, il a plein de trucs à dire. Du coup, je sais pas s'il sera dispo, mais a priori, si je lui dis que c'était cool l'interview et tout, et que c'est sur le sport. Tu le penses vraiment. Je le pense vraiment. Et du coup, ouais, je pense ça pourrait être sympa. Mais du coup, ouais, là, tu seras encore dans le domaine sportif, mais en même temps, il fait des vidéos sur YouTube. Donc, tu vois, tu auras aussi un peu l'aspect youtubeur. Mais ouais, lui, c'est un performeur dans plein de domaines. Et c'est très intéressant. Moi, j'adore discuter avec lui. Je lui demande plein de conseils. Souvent, tu vois, quand si je veux grimper une tour qu'il a grimpé, bah, je lui dis comment t'as fait, quelles sensations, tout ça. Donc, c'est hyper intéressant. Donc là, tu auras vraiment un extra terrien, quoi. Ok, bon bah trop cool. Merci de la reco, ça me donne vraiment envie. En plus, comme le podcast c'est aussi un peu une aventure humaine, tu vois. J'aime bien les potes de potes, c'est toujours cool. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai passé un super moment, Guillaume. Franchement, je me suis régalé. J'ai appris plein de trucs et c'est aussi un petit moment privilégié, on va dire, entre créateurs de contenu. Que en tout cas moi j'admire, tu vois, et d'avoir ce petit moment. Donc merci d'avoir pris le temps, c'est vraiment cool. J'ai appris plein de choses et je pense que ça va beaucoup intéresser les auditeurs sur tout le processus d'apprentissage et aussi je trouve la sagesse que t'as sur toi, tu vois, on sent que ça cogite, mais que t'as appris plein de choses et je pense qu'il y a plein de briques à en tirer pour les auditeurs. Donc merci infiniment. Merci à toi, Bart. Et puis si jamais un épisode 2 dans 10 ans. Quand j'aurai ouvert l'académie et tout ça, avec plaisir. Ben, merci beaucoup. On se dit ça. On se fait un numéro 2. C'est ça. Allez, peut-être pas dans 10 ans. On va allez, 5 ans. Ouais, allez, 2-3 ans. 2-3 ans. Ah ouais, faut que je carbure alors. Non, mais t'auras sûrement d'autres trucs à raconter, je suis sûr. Ça roule. Vas-y, à plus, Guillaume. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!